I'm Buffy, the vampire. Se présente la princesse Consuela d'Abernamak. I'm the Doctor. I am Daenerys Stormborn. Et ben moi, c'est Nat. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Blabla Série, le podcast où on parle de séries, quoi. Hein. Évidemment. Allez, place à l'épisode du jour. Salut Nat. Salut Chloé. Comment ça va ? Ça va super, et toi ? Bah ça va bien. Est-ce que t'es prête à parler de séries et à faire le point de nos séries du mois de janvier ? Oui, j'aime trop notre rendez-vous du vendredi, parce que les épisodes sortent le vendredi, mais du coup on s'enregistre aussi le vendredi, donc c'est toujours cool d'avoir cette petite fin de semaine là, j'aime bien. Voilà, le vendredi, c'est Blabla Série. Exactement. T'as regardé beaucoup de séries ce mois-ci ? Écoute, j'avais l'impression d'en avoir regardé beaucoup, mais en fait c'est qu'il y a pas mal de séries qui sont en mode un épisode par semaine, donc du coup j'ai un petit rythme, mais donc au final ça fait pas une liste. Il y a eu un moment dans le mois je me suis dit je vais avoir une liste pas possible en fait, mais non. Et puis il y a aussi des séries que je voulais regarder qui viennent tout juste de sortir et que j'ai pas eu le temps de commencer à regarder, donc elles ne seront pas dans ce point série là. Ok, on garde ça pour février alors. C'est ça. Okay. Et toi, est-ce que le mois de janvier a été un bon mois de séries ? Ouais, ça a été un bon mois. Moi, j'ai beaucoup de pilotes dans ma liste. J'ai pas beaucoup de séries entières ou de séries que je suis vraiment sur le long terme, mais beaucoup de pilotes, beaucoup de tests. Je me suis sacrifiée pour vous, messieurs, dames. J'ai fait des tests pour pouvoir vous en parler. Et alors, donc, beaucoup de pilotes, c'est parce que t'as arrêté après le pilote ou ah ouais, merde. Ouais. La plupart, j'ai arrêté après le pilote. Il y en a une où j'ai regardé que le pilote et je compte continuer. Mais les autres, globalement, ça n'a pas été très concluant. Et alors, toi, tu t'arrêtes, tu te bases sur le pilote pour juger une série. Que sur le pilote. Oui, alors c'est vrai que c'est un grand débat. Je crois que ça dépend du style de série. Parce que, tu vois, il y en a certaines, tu vois, quand c'est censé être un peu action ou... non, mais en fait, un peu action, je me dis, en vrai, le but, c'est que ça nous accroche dès le début. Même si c'est vrai que la manière dont les séries sont faites maintenant, c'est complètement différent, etc. Je me dis, si le pilote me chauffe pas, parfois j'essaie un deuxième, mais quand vraiment ça a été trop une souffrance, je me dis, non, mais écoute, la vie est courte, on va pas s'infliger ça. C'est sûr. Toi, tu fais comment ? Alors moi, si le pilote m'intéresse pas du tout et que je peine dans le pilote, c'est pareil, je vais dire non mais c'est bon, c'est chiant, c'est nul, c'est pas pour moi, je continue pas. Par contre, si je suis juste pas complètement convaincue, ou si j'accroche pas trop, mais en fait de base, le pitch de la série, il y avait vraiment des trucs où je me suis dit ça c'est une série qui est faite pour moi, je vais continuer un petit peu et ça m'est déjà arrivé du coup de pas regretter d'avoir passé les 2-3 premiers épisodes et de voir que en fait c'était juste j'accrochais pas dès le début mais qu'avec un petit peu de temps j'accrochais bien. Ouais, je suis aussi comme toi quand je suis entre deux je me dis bon allez, deuxième épisode pour voir. Donc et comme tu dis, c'est vrai que il y a plusieurs séries comme ça où tu dis bon c'est pas ouf dès le début mais en fait quand tu continues finalement ça part. Mais là on en reparlera, mais tu verras les exemples dont je parle, je pense qu'il y a pas de doute. Voilà. Bon, tu nous fais ta petite liste alors, t'as regardé quoi ? Oui, alors j'ai fait un rewatch de Game of Thrones. Mais évidemment, je vais pas en reparler pendant très longtemps, juste rapidement quand même. Oui, parce qu'on a déjà sorti un épisode de 2 heures il y a 2 semaines. Voilà, exactement. Je voulais juste faire un petit point là-dessus très rapide. A Night of the Seven Kingdoms, donc le nouveau spin-off de Game of Thrones. From saison 2. The Pitt, là j'ai regardé que le pilote. Ponies, Hacks, Heated Rivalry et The Girlfriend. Et je me suis dit que je vais arrêter de dire j'ai regardé que le pilote parce que ça va faire un petit peu trop... un peu trop de spoiler, que le pilote. Voilà. Mais il y en a plusieurs, il y a que le pilote. Et toi ? Alors moi, j'ai fini Stranger Things. Enfin, j'ai regardé Le Comte de Monte Cristo. Oh, j'avais oublié qu'il y avait ça. Ouais, j'ai regardé Fallout, Vampire et The Pitt. Bon après, comme je disais en off, il y a aussi d'autres séries que j'ai regardées, genre Grey's Anatomy et Call the Midwife. J'en ai déjà parlé dans d'autres points séries, notamment le mois dernier. J'ai rien de plus à ajouter, donc ça sert à rien. Je vais pas vous redire tous les mois. J'ai continué à regarder Grey's Anatomy, voilà. J'ai continué mon rewatch de Malcolm un petit peu, pas beaucoup, mais pareil, j'ai rien à ajouter de plus. Donc
Donc voilà. Bonne petite liste. Tu veux commencer par quoi? Eh ben écoute, si on commençait par The Pitt, vu que c'est notre seule série en commun. Alors, Allez. pour info, là, la saison 2 vient de commencer. On a eu que 3 épisodes. Je pense qu'on a tous les vendredis, il y a un nouvel épisode. Donc ce soir, je pense que c'est le 4e que je vais regarder. Donc moi, j'ai pas prévu de donner mon avis sur la série aujourd'hui, enfin sur cette saison, parce qu'on a que 4 épisodes. Ouais. C'est une série en 15 épisodes qui va se finir au mois de mars. J'ai pas d'avis, j'ai pas d'opinion sur la saison actuelle, et surtout que je pense que c'est à partir de l'épisode d'aujourd'hui que ça va commencer à avoir du rythme et du machin le truc qui te rend accro n'arrive pas dans le premier épisode de The Pitt. Mais au bout d'un moment, quand t'es tendu à dire c'est quoi la suite, je pense que ça va commencer à peu près maintenant. Donc voilà, mais j'avais quand même mis dans ma liste parce que j'avais des petites choses à dire. Bref, vas-y, toi donne-nous notre avis, parce que toi du coup tu l'avais pas encore regardé. Oui, c'est ça, je l'avais pas encore regardé et je l'ai essayé parce que je sais que t'adores, et en plus la saison 2 a fait énormément de bruit, je l'ai vu vraiment partout, ils ont fait un gros travail de com dessus. Et alors attends, ouais. Pardon, je te coupe, mais par contre, oui, stop la com, parce que quand je regarde The Pitt, j'ai des coupures pub pour The Pitt. Oh, oui, ils je ont fait comprends. ça. Et en plus, je regarde en VO et j'ai la coupure pub avec The Pitt. La pub est en français. Oh, mais laissez-moi tranquille. Mais en plus, ça me casse mon truc. Mais c'est nul, faites-moi la pub pour autre chose. Mais il y a des coupures pubs sur HBO? Bah oui, mais toutes les plateformes ont un abonnement pas cher avec des pubs. Ah ouais, c'est pas cool. J'avoue, la pub pour The Pitt. Moi, on a le même problème avec mon copain. Là, on regarde. On fait le rewatch de Game of Thrones. Et généralement, tu vois, Night of the Seven Kingdoms, t'en as un par semaine, donc on regarde celui-là. Après, on continue Game of Thrones. Et quand on lance Game of Thrones, t'as la pub pour Seven Kingdoms. T'es comme. Je viens de le voir, c'est bon. C'est ça. Franchement, faut qu'il se calme sur les pubs là, parce que moi je veux bien payer et soutenir, mais quand le service pub est quand le service payant est moins bien que le service piraté. C'est un truc qu'il faut quand même pas qu'ils oublient, quoi. Ça reste facile de pirater. Donc les gars, pensez, je sais pas, nous on est indépendante et on travaille dans le marketing. Donc on pensez au service client, à la satisfaction du client, c'est des choses qui font partie de notre quotidien. Et quand j'ai des trucs comme ça, je me dis, mais les mecs, mais vous oubliez que votre concurrence, c'est le piratage, en fait. C'est le gratuit. Votre concurrent, c'est pas Netflix, c'est le gratuit. Donc moi, je veux bien avoir un tout petit peu de pub, mais abusez pas non plus, quoi. La pub pour The Pitt pendant The Pitt. J'avoue. Surtout que j'imagine ça doit être relativement facile de traquer ce que t'es en train de regarder. Mais oui, quoi. Franchement, aujourd'hui, c'est facile. Ou ce que t'as regardé, de mettre une exception, on met pas la pub de The Pitt pendant The Pitt. C'est dur à dire, la pub de The Pitt pendant The Pitt. Segmentation, les gars, segmentation. Voilà, segmentation, franchement, mais à leur niveau, avec la thune qu'ils ont, on va pas me faire croire qu'ils peuvent pas faire ça. Ouais, j'avoue. J'avoue. Bon. Enfin bref, revenons à ce pilote. Enfin bref. Donc oui, du coup, moi j'ai été sensible à cette pub-là, enfin le fait de la com autour de la nouvelle saison. Donc j'ai voulu tester. Alors il faut savoir que je suis pas très série médicale à la base. Oui. Petite anecdote, j'ai une grande sœur qui, quand j'étais plus jeune, voulait faire médecine. Et là, aujourd'hui, elle travaille encore dans la santé. Elle voulait faire médecine, elle regardait Urgence, et j'ai encore aujourd'hui un trauma autour d'Urgence. Genre, tu sais. C'est vrai? Ouais, tu sais, je me souviens vraiment de manière très claire du truc. C'est juste que j'ai pas le contexte. Mais tu sais, t'as une scène où t'as, genre, le patient qui est sur son lit d'hôpital avec sa blouse d'hôpital, tout ça. Le médecin qui vient, qui dit alors, ça va bien. Le patient qui est là, oui, ça va mieux, je me sens mieux, machin. Une seconde après, il y a un gros moment, quoi. Juste une seconde après, t'as l'œil du mec qui sort de son orbite, et j'étais comme, et j'ai encore en tête le truc, tu vois. Je pense que si je voyais l'acteur, je pourrais dire, ok, c'est cet acteur-là qui a fait ce truc-là. Donc j'ai ce petit trauma là des séries médicales où tu peux avoir un truc, enfin entre guillemets un moment d'accalmie juste après un moment de crise. Il faut savoir aussi que je suis pas très fanat du sang et des, enfin c'est pas dans le sang le problème, mais c'est que c'est très réaliste forcément.
Et du coup, c'est très très proche de ce que je pourrais voir dans ma vie quotidienne, même si évidemment c'est quand même over the top parce que c'est la télé, mais c'est des choses qu'on peut voir au quotidien. Donc c'est pas évident à regarder. Et du coup, donc là pour The Pitt, il y a eu ce truc-là qui a fait que j'ai eu du mal à regarder ce premier épisode parce que environnement médical. En plus, c'est les urgences, donc ça part dans tous les sens. C'est des cas assez graves. C'est pas des trucs super chouettes parfois qui arrivent aux urgences, quoi. Ouais. Je me souviens de la meuf qui est tombée là à côté du métro et elle arrive, elle a son tibia qui sort de sa jambe. J'étais comme oh quelle horreur. Tu t'en souviens de ça? Non, je m'en souviens pas, mais par contre dans la saison 2, on a eu une épaule déboîtée avec l'os qui sortait par l'aisselle. C'était un peu dégueulasse. Oh là là, quelle horreur. Ça faisait mal. Ah ouais. Mais en plus, The Pitt est reconnu pour la qualité enfin que c'est vraiment, que ça fait vrai, quoi, oui. que aussi bien les blessures font vraiment, et c'est vrai, ça fait hyper, enfin si tu compares par exemple à Grey's Anatomy, Grey's Anatomy ça fait pas non plus ultra faux, tu vois, mais The Pitt ça fait vraiment très très réaliste. Quand les blessures arrivent, t'es là, on a vraiment l'impression qu'ils sont en train de filmer dans des vraies urgences, quoi. Et même tout ça explique aussi, je pense, le succès de la série, tout le fonctionnement comment c'est. Apparemment, il y a vraiment des soignants qui disent, mais oui, mais c'est complètement comme ça dans un service d'urgence aux États-Unis, en tout cas, par rapport à la France. Je ne sais pas à quel point ça diffère, mais vraiment, c'est reconnu comme étant très, très réaliste. Et d'ailleurs, j'ai vu passer une vidéo sur TikTok d'une fille qui a assisté à une diffusion pour des soignants, donc je sais pas si c'est un truc qui est fait pas mal, quoi. Et elle dit c'était génial parce que du coup ils rigolaient tous sur des trucs, ou ils réagissaient sur des trucs genre le résultat de la prise de sang qui arrive et qui disent le machin bidule est à 400 trucs, et tout le monde ils sont là ouais quand même hein. Pas mal. Et toi, en tant que et t'es là, tu te dis, mais du coup, c'est... Ouais, toi, t'es là, ok, super. On m'aurait dit 400, 1000, 3000, même chose. Et du coup, elle disait, ça montre aussi un peu... Enfin, elle disait, je me suis bien rendu compte à quel point c'est réaliste, parce que les soignants... le discours, en tout cas, n'a clairement pas été écrit... avec des pieds, quoi. Et il y a pas mal de vidéos aussi comme ça qui tournent de je suis médecin et je regarde The Pitt, et qui sont là pas trop mal. C'est vrai que forcément dans les séries médicales ils ont des conseillers et tout, mais ils vont forcément se planter sur des trucs, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, enfin en tout cas sur le premier épisode, et j'imagine que c'est pas pareil pour tout, on a l'impression que c'est un peu un documentaire. De fait que ça soit, si je dis pas de bêtises, c'est assez caméra à l'épaule quand même, ça bouge pas mal, on est pas mal dans l'action, et en plus il y a le principe de un épisode sur 1 heure, donc c'est plus ou moins en temps réel. Et donc c'est vrai que du coup ça contribue au réalisme et à l'impression qu'on a vraiment l'impression d'être sur leur épaule dans les urgences, quoi. Mais c'est ça aussi. T'as vraiment le sentiment d'être immergé dedans, quoi. Ouais, mais moi, donc forcément, si t'aimes pas le médical et tout. Ouais. Donc bon, déjà il y a cette partie-là où du coup j'ai dû fermer les yeux plusieurs fois, me dire oulala il y a du sang, oulala il y a un os, oulala non. C'est ça. Et puis au-delà de ça, j'ai eu du mal avec les personnages. On en a un petit peu parlé ensemble sur l'épisode sur les Golden Globes. J'ai eu du mal avec le personnage principal, donc le personnage de Noah Wyle, qui est le chef des urgences. Si j'ai pas, oui c'est ça, hein, c'est le chef des urgences. C'est ça. Et qui a ce truc vraiment du, entre guillemets, j'allais dire mal alpha, mais c'est pas tant ça. Mais ça reste quand même un mal de série, dans le sens où, un mal de film, entre guillemets, dans le sens où il y a ce truc de, oui, alors je suis le chef et j'ai la bonne idée. Alors oui, on est dans une situation d'urgence. Moi, je vais faire ce truc. Toute mon équipe me dit de pas faire ça, mais moi, j'ai le bon instinct. Je vais faire ce truc et je vais aller au bout du truc. Et au final, je vais sauver le gars. Ça arrivait déjà une fois ou deux dans l'épisode. Où tu vois sa collègue, du coup sa subordonnée féminine qui a un cas particulier et qui vient le voir en disant non mais toi je pense que tu vas mieux comprendre, tu vas pouvoir m'aider, tout ça, qui termine en plus sur une espèce de course poursuite. J'étais comme, ça a fait un peu trop mal alpha entre guillemets, un peu trop action, un peu trop le mec méga fort. Donc c'est ça qui m'a un peu saoulée entre guillemets sur le pilote. Mais je pense quand même que c'est une bonne série si vous aimez le médical. Je pense que c'est pas mal. Et puis en plus, il y a vu que c'est un épisode par, un épisode pour 1 heure. J'imagine que du coup les histoires vont s'étendre sur toute la saison, et donc on va suivre les mêmes patients sur toute la saison. Ouais. Donc ce côté feuilletonnant là, je pense que ça peut être pas mal.
Et en même Carrément. temps, dans les dernières minutes du pilote, il y a des espèces de flashbacks où tu comprends qu'en fait les soignants ont des traumas par rapport au Covid. Donc j'imagine qu'ils vont aborder ces thèmes-là aussi. Donc je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes à suivre, des choses comment dire, des choses pertinentes si on aime le médical et si on aime ce genre de série. Moi pour le coup, ça va pas être pour moi. Ouais. Le découpage, c'est en effet un peu ce que tu dis là. Du coup, c'est une heure de garde aux urgences, un épisode. Donc c'est vrai que ça, c'est vachement bien de suivre des patients tout du long de la série. Ouais. Et il y a aussi un truc qui se passe. Je pense, c'est pour ça que je disais ce soir là, je pense que ça va commencer à bouger au 4e épisode, et je pense que dans la première saison, ça devait être pareil, vers peut-être le 3-4. Il se passe un truc important qui vient un peu chambouler et qui fait que cette nuit d'urgence va être particulièrement compliquée, et donc je pense que dans la deuxième saison là, ils vont nous faire un peu le même truc où ce soir-là, il se passe ça. Il se passe dans la deuxième saison, ça se passe 2 jours, mais voilà, il y a un truc donc il y a ce suivi des patients lambda d'un service d'urgence, et puis il se passe un truc qui fait que ça va être une journée particulièrement compliquée, quoi. OK. Et la deuxième saison commence bien jusque-là? Ouais, franchement, moi j'adore. Et ça monte doucement, voilà, au début ça s'installe, et en plus ils sont très bons sur les cliffhangers, parce que vraiment les fins d'épisodes, t'en as plusieurs où t'es là. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va se passer? Faut attendre une semaine en plus. Ouais, c'est trop bien. Moi, j'adore attendre une semaine. Et alors toi, je voulais revenir sur ce que tu disais là sur le personnage de Noah Wyle. Oui, parce qu'on a appris qu'il fallait dire Wyle et pas Wyle très récemment, donc je fais l'effort de me corriger à chaque fois que je parle. J'ai pas ressenti ça moi tellement. Après, il a un truc comme c'est un hôpital d'apprentissage. Il y a forcément un truc hiérarchique, pas juste je suis le chef de tous les médecins. Il y en a aussi qui sont étudiants, et en plus c'est ça aussi que je trouve ça pas mal, c'est que dans les étudiants et les jeunes médecins, ils sont tous à des niveaux différents. Il y en a qui sont pas encore médecins, qui sont stagiaires, il y en a qui sont première année où ils sont vraiment médecins, et du coup eux forcément ils se reportent sur ceux qui ont plus d'expérience aussi, parce qu'ils sont dans le doute. Il y en a, c'est surtout dans la première série, il y en a, c'est genre leur premier jour aux urgences, donc ils sont complètement paumés, quoi, et donc du coup voilà, je pense que ça va avec le personnage. Et après, le truc de un peu aller contre les règles, ils sont plusieurs à être comme ça. Je pense que ça va avec les séries médicales, en fait. T'as besoin si tu suis tout à la règle, ton patient, des fois, il meurt, quoi. Tu dois un peu, tu vois, suivre ton instinct, des fois, avant d'avoir la prise de sang, quoi. Qui te dit que ton instinct était bon. Enfin, en tout cas, ça, c'est quand même un gros classique des séries médicales, quoi. Alors, c'est peut-être, je pense que alors, le truc, tu vois, de la hiérarchie, et avec les jeunes médecins, ça j'ai trouvé ça cool. Effectivement, je crois que c'est vu que je regarde pas beaucoup de séries médicales, c'est pas un genre de personnage que je vois souvent, donc c'est vrai que c'est cool de voir un peu, comme tu disais, ces différents niveaux, et même entre eux des fois il y a une petite hiérarchie, une petite compétition qui se met en place. Mais le truc, tu vois, des collègues, enfin du coup des subalternes qui viennent voir Noah Wyle pour demander conseil, là où ça m'a irrité, c'est parce que c'était, peut-être que c'est un hasard, mais c'était 2 jeunes femmes, 2 médecins en plus, tu vois, 2 médecins expérimentés qui font partie de l'équipe. Il y en a une qui va le voir en mode t'as plus d'expérience que moi, viens m'aider, alors qu'en fait tu vois, c'était son patient à la base, et puis elle vient voir le chef pour dire viens m'aider, quoi. Donc ça m'a un peu saoulée. Et l'autre, c'était pareil, c'est il y a une situation d'urgence, lui il prend une décision rapide, et une autre qui lui dit je pense pas que tu devrais faire ça pour telle raison, et puis il écoute pas, il passe outre, et finalement il avait raison, et il sauve le truc, quoi. Donc c'est vrai que je pense que ce qui m'a plus irrité aussi, c'est le fait que c'était 2 femmes face à un homme, au-delà du et 2 femmes médecins, tu vois, c'était pas des étudiantes, c'est pas des stagiaires, c'est pas des infirmières, c'était 2 médecins. Donc je pense que ça a contribué aussi à mon agacement. Ouais, je peux comprendre. J'ai pas ressenti ça. Après, je me souviens plus Oui, du puis j'ai vu qu'un épisode aussi, hein, donc oui, des fois t'as aussi comme ça un truc qui te crispe un peu, une scène qui te crispe dans le premier épisode. En fait, à la fin de l'épisode 2, t'as découvert un peu plus du personnage, et du coup t'es moins crispé sur cette scène-là. Tu l'as oublié, quoi, parce que c'est pas un truc récurrent à chaque épisode, ou ça se trouve c'est un truc que moi
j'ai pas vu, hein. J'ai beau être féministe, il y a forcément des fois des trucs que je ressens pas parce qu'il y a d'autres trucs que j'apprécie à côté, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc tu te parleras de la saison 2, t'as dit quoi, en mars? Fin mars, hein, parce que c'est jusqu'en mars, ça dure 15 semaines, mais quel bonheur. Trop bien. Avec une saison par an, mais mon Dieu. On a l'impression que c'est le Graal. Mais c'est clair, une saison par an, 15 épisodes pendant 2 mois et demi, bah voilà, c'est ça la vie qu'on menait avant. C'est ça la vie qu'on veut, messieurs, dames. C'est la vie qu'on veut. Mais d'ailleurs, ce mois-ci, c'était très cool parce que j'avais plusieurs séries comme ça en un épisode par semaine. Et c'est cool que ça revienne quand même, je trouve pas mal, quoi, parce que moi, je peux enfin avoir ma petite routine à la semaine de séries. Voilà, le lundi, c'est Night of the Seven Kingdoms. Le vendredi, c'est The Pitt. Magnifique. C'est trop, trop bien. Et avant de passer à une autre série sur The Pitt, donc je donne pas mon avis sur la saison, mais je voulais dire un petit truc que j'ai vraiment apprécié et réalisé là dans la deuxième saison, et c'est l'inclusivité. On en parlait dans d'autres épisodes, et je trouve qu'il y a vraiment pareil là une inclusivité qui est bien faite, qui est vraiment naturelle et pas forcée. Et alors sur plein de trucs, hein, que même des fois on remarque pas, moi je le sais des fois après avoir entendu une interview, de dire ouais, ok, j'avais pas fait gaffe. Mais ça montre justement que je trouve que c'est bien fait. Mais il y a 2 trucs en particulier dont je voulais parler. Alors déjà, j'ai vu une interview d'une des actrices dont j'ai oublié le nom, mais bon bref, qui joue une des jeunes docteurs, et qui a des origines philippines. Et il y a plusieurs des infirmières qui ont aussi des origines philippines, et elle disait dans cette interview que en fait ça faisait aussi partie du réalisme de The Pitt, parce que aux États-Unis, il y a énormément de personnes qui viennent des Philippines qui travaillent dans la santé, et que du coup il y a eu cet effort de représenter cette communauté-là, et que même parfois c'est des médecins aux Philippines qui deviennent infirmières aux États-Unis parce qu'elles peuvent pas devenir médecins. Enfin, voilà, le classique de l'immigration. Et j'ai trouvé ça vachement bien d'avoir, et je le savais pas, tu vois, moi j'ai pas du tout les connaissances pour remarquer ça, donc j'étais contente de voir son interview et d'avoir cette petite info en plus. Et le deuxième truc, inclusivité, que je trouve aussi très cool, c'est qu'il y a une docteure qui est clairement autiste. Enfin, c'est pas clairement, puisque c'est pas, je crois pas que ce soit dit. Elle dit que sa sœur est autiste, pas dans le premier épisode, mais plus tard, elle dit que sa sœur est autiste. C'est génétique, ces trucs-là, hein, donc et en plus, et donc dans son comportement, il y a plein de choses qui te laissent comprendre qu'elle est autiste. Et en fait, ce que j'ai kiffé, c'est que elle est aussi hyper souriante, elle a pas de problème à discuter avec les gens, c'est une super médecin et tout, et en fait c'est une vraie représentation d'une personne autiste, quoi. L'autisme, c'est pas parce que je trouve que dans les séries, c'est soit c'est un petit garçon qui ne parle à personne et qui mange que des trucs jaunes, ou sinon c'est genre soit c'est dans The Good Doctor, que j'ai pas vu, mais tous les extraits que j'ai vus me laissent penser que c'est comme ça, où le médecin est autiste, donc il est super intelligent, par contre il a aucune compétence sociale, il est hyper froid, il a pas d'émotion, et c'est trop un cliché, quoi, en fait, et du coup je trouve ça hyper appréciable d'avoir ce personnage qui est ultra attachante et qui en même temps est clairement autiste, quoi, et d'avoir tous ces comportements, tu te dis voilà, enfin elle sait communiquer avec les gens, quoi. C'est vrai que c'est chouette d'avoir différentes représentations. Je pense que la représentation de l'autisme qu'on a vue jusque-là, ça doit être une part de la réalité, mais c'est juste une part, justement, et dans les œuvres, c'est la quasi-totalité de ce qu'on voit. Donc c'est chouette de voir un peu autre chose aussi, qui reste réel par rapport au quotidien, quoi, mais d'avoir un petit peu autre chose, voilà. Carrément. Donc voilà, The Pitt, si vous aimez les séries médicales et que vous aimez les trucs avec un peu de suspense, il y a quand même du suspense et tout, et que vous n'avez pas peur de voir du sang, et j'allais dire des sangs et du os. Des sangs et du os. Des sangs et du os, allez-y. Et dernière petite parenthèse, alors c'est vrai que je dis j'aime pas trop les séries médicales, mais il y en a vraiment une que j'aime et que je regarde si jamais ça vous plaît. Et d'ailleurs, je sais pas si tu l'as déjà regardé, toi. Hippocrate, tu connais? C'est une série française. Série française.
Eh ben, justement, c'est marrant parce qu'en regardant The Pitt, et justement en ayant tout ce truc de c'est hyper réaliste et tout, j'étais là, j'aimerais trop voir une série française qui est aussi hyper réaliste, mais sur le milieu Ouais. français, parce que forcément, le milieu hospitalier américain n'est pas le milieu hospitalier français, même si le milieu hospitalier français a aussi, Oui. J'imagine, 15 millions de problèmes. Ouh là là. Et genre 2 jours après, j'ai eu le rappel que cette série, j'ai dû voir un post sur Ouais. TikTok que cette série existait, mais je l'ai jamais regardée et est-ce que c'est Ouais, bien? vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est français, c'est sur Canal. Un des points positifs, entre guillemets, c'est que c'est fait par un ancien médecin, Thomas Litti, qui avait fait avant premier film, première année, deuxième film Hippocrate. Et donc, il y a la série, j'imagine, qui est dans la continuité du film. J'ai pas vu le film Hippocrate. Et du coup, c'est assez similaire, tu vois, on est dans un service d'urgence et on suit un groupe de médecins et à différents niveaux aussi d'expertise et différents niveaux de responsabilité. Et donc, on suit leur quotidien. Il y a 3 saisons jusque-là. Et j'ai beaucoup aimé la première, la deuxième. La troisième, un peu moins. J'ai eu un peu la frustration, tu vois, à la fin de la deuxième, ils laissent teaser qu'ils vont parler du Covid. Et en fait, au final, dans la saison 3, c'est après le Covid. Et c'est surtout les répercussions du Covid. Mais c'était quand même intéressant d'avoir un petit point de vue de comment était l'hôpital avant. Et déjà, c'était la merde avant. Et comment est l'hôpital après, l'hôpital français, j'entends. Donc, ouais, vraiment une très bonne série. Je te la recommande. Très bien, bah, je note. Moi, j'aime bien les séries médicales parce que c'est toujours des médecins qui sont passionnés par leur travail et qui remuent ciel et terre Oui. pour soigner leurs patients. Et en fait, dans la réalité, c'est pas du tout le cas. Moi, j'ai plein de problèmes de santé depuis que je suis toute petite et je suis tombée sur beaucoup plus de connards que de médecins passionnés qui voulaient absolument me soigner. Voilà. Hein, on a mis des années à savoir que je faisais de l'apnée du sommeil alors que j'étais épuisée, mais bon, c'est la saison. C'est la saison depuis 2 ans, madame le docteur. C'est la saison. Ce genre de truc. Donc moi, j'adore quand un médecin est là, fait tout pour savoir c'est quoi le problème et ne dit pas à son patient, bah, rentrez chez vous, la prise de sang va très bien. Ben non, mais c'est dans votre tête. Oh, wow. Donc c'est un vrai plaisir pour moi. C'est un peu un petit fantasme. Quand je regarde des séries médicales, je suis là, un médecin qui fait bien son travail. Alors, désolée pour les médecins qui nous écoutent. Je suis sûre qu'il y a des médecins très bien. J'ai aussi des médecins très bien. Oui, Mais moi bon, aussi. pas tous, Bah, quoi. moi, pour le coup, j'ai eu la chance d'avoir d'avoir eu des bons médecins. Attends, je réfléchis. Si, j'ai des mauvaises expériences, mais aussi quand même des médecins très, très attentionnés. Donc, effectivement, ce n'est pas tout le monde. Not all médecin. Mais... Not all médecin, mais ouais, je quand comprends. même quelques médecins, quoi. Aïe, aïe, aïe. Tu veux... Bon, de quoi on parle ensuite? Est-ce qu'on n'irait pas du côté de Westeros? Allez. Ça te va? Bon, alors, qu'est-ce que tu penses? Donc, il y a A Night of the Seven Kingdoms qui vient de sortir. On a eu 3 épisodes, là, au moment où on enregistre. 2 épisodes. Voilà, donc c'est une série qui est des épisodes assez courts, quoi, 30 minutes, c'est ça? Et on a un épisode par semaine et ça suit un chevalier errant, enfin qui est chevalier depuis 24 heures et qui veut participer à un tournoi. Exactement, c'est ça. Et donc on suit Duncan the Tall qui est cité dans Game of Thrones. Donc si jamais vous avez vu cette série, vous en avez probablement entendu parler. Et donc effectivement Duncan qui vient d'un milieu. Mais vous avez peut-être pas retenu parce que c'est vraiment une petite scène. Oui, c'est vrai que c'est. Ouais, non, c'est vrai, il est cité peut-être 2-3 fois, mais vite fait. Ouais, je pense que tu retiens pas le nom, quoi. Vrai. Mais bon, si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous aimez Game of Thrones, il y a des chances que vous ayez vu repasser cette scène 15 000 fois depuis que la série est sortie. Donc Duncan the Tall qui est d'un milieu très modeste, qui est, comme son nom l'indique, très grand et assez bené, faut le dire. Et qui se retrouve un petit peu le bec dans l'eau le jour où son maître chevalier meurt. Et donc, ils continuent un petit peu leur objectif, qui était d'aller à un tournoi, et ils rencontrent Egg, donc jeune enfant d'étable, qui décide de le suivre et qui décide de devenir son écuyer. Et d'ailleurs, désolée, parce que j'ai fait un petit spoiler dans un de nos points où on parlait du trailer, genre c'était en octobre, je crois. Hein, et j'ai dit un truc qui en fait n'a pas encore été révélé. Mais alors je crois, je voulais vérifier, j'ai pas eu le temps parce que j'ai vu quelqu'un qui disait, je crois que c'est un podcast que j'écoutais,
qui disait ouais bah alors du coup ça c'est un spoiler de dire cette info là, mais en même temps c'est écrit dans le résumé de HBO hein, donc Mais c'est vrai que on en avait parlé ensemble et donc tu m'avais donné l'info et donc je l'avais en tête. Et moi je pensais pas donner un spoiler, je pensais que ce serait révélé très très vite dans la série et quoi. puis Ça se trouve ça va être révélé la semaine prochaine. Hein. À mon avis, ça va être révélé à la fin de la saison. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est un des gros spoils qui tourne un peu sur Internet et du coup, il y a encore la guerre de ceux qui ont lu les livres et ceux qui regardent que la série. Donc, t'as pas mal de gens parmi ceux qui ont lu les livres qui sont comme, j'ai spoilé, voici l'info. Donc ça, c'est pénible. Mais au-delà de ça, même en ayant cette info, justement, je trouve, en tout cas pour moi, je trouve que l'expérience est cool parce que ça me permet de regarder un petit peu les détails et la manière dont le personnage est écrit et la manière dont il se comporte. Il y a plein d'indices en fait. Donc ça pour moi, c'est complètement. C'est ça aussi. Je me suis dit, alors c'est un spoil et en même temps, je pense que c'est pas un spoil retournement de situation. Qu'est-ce qui se passe quand l'information va arriver? Je pense que clairement, si t'as été attentif, tu vas dire ah bah oui. Bah bien sûr, c'est pour ça. Voilà, il y a quand même plein de, comme tu dis, de petits trucs. De petits trucs qui sont émiettés. Et bon, c'est vrai que pour le coup, HBO, ils ont vraiment fait de la merde parce qu'effectivement, dans le résumé, donc ne lisez pas le résumé si vous voulez regarder. Dans le résumé, il y a écrit vraiment l'information de ta. T'es comme, mais les gars, pourquoi vous mettez ça là? C'est bête, quoi. Ouais. Ouais. Après, peut-être parce que c'est aussi l'histoire est connue comme ça. C'est le problème quand un livre est sorti avant. Des fois, il y a du coup des infos. C'est comme ça que l'histoire est présentée, même si il y a une info qui est pas révélée tout de suite. Voilà, c'est quand même comme ça qu'on décrit l'histoire. Bah, faut voir, oui, effectivement, faut voir par exemple, le résumé du livre. Mais je sais que par exemple, dans Game of Thrones, justement, moi qui suis à mon rewatch, et j'ai vu une scène il y a pas très longtemps par rapport à cette histoire. Et donc, dans Game of Thrones, ils expliquent clairement la destinée de tel personnage, il va devenir ça. Donc, au final, on pourrait dire, bon, en vrai, vous êtes censé le savoir. Oui, mais bon, c'est une scène parmi 8 saisons, les gars, voilà, quoi. Oui, c'est pas du tout une scène que tu retiens. Je pense que tu la retiens aujourd'hui si t'as commencé à regarder A Night of the Seven Kingdoms, tu regardes Game of Thrones, t'es là, ah, mais il parle de Duncan! C'est ça, exactement. Mais sinon, non, moi, j'avais absolument pas retenu le nom du gars, quoi. Ouais. Et alors, qu'est-ce que t'as pensé des 2 premiers épisodes? Et alors, bon, quand même, je dis, on va faire un épisode quand la saisie. Oh là, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est dommage quand on enregistre un podcast. Quand la saison sera terminée, on vous sortira un album. Mais c'est pas possible. Donc rendez-vous dans les DAC. À la Fnac, chez votre disquaire. C'est ça, Blabla série, premier album. Donc on vous sortira un épisode pour parler de toute la saison et ce qu'on a pensé. Donc on va peut-être pas en parler pendant 10 ans, mais moi aussi j'avais envie de te demander ce que t'en avais pensé. Alors moi j'étais alors au début quand j'en ai entendu parler, j'étais là ça m'enchante pas des masses. Après le trailer et l'info du petit spoil m'avait vachement intriguée, j'étais là ça me donne un petit peu envie quand même d'en savoir plus. Je vais clairement regarder. Mais je m'attendais pas à ça, en fait. Tu m'étonnes. Agréablement surprise. Mais en fait, Game of Thrones et House of the Dragon, c'est pareil. C'est 2 univers hyper sérieux. Je veux dire, des fois, il va y avoir peut-être des situations un peu drôles, mais c'est pas du tout comique, quoi. Enfin, c'est méga sérieux. Et en fait, A Night of the Seven Kingdoms, c'est hyper drôle. Et du coup, moi, je m'attendais pas à ça. C'est drôle et c'est te surprendre. Enfin, voilà, bien sûr, hein, la scène avant avec la musique du générique. Je ne vous dirai pas. Je vous laisse le plaisir de le découvrir. Et c'est très, très drôle parce qu'il y a le générique qui commence. Et là, moi, je me suis dit, ah, trop bien, on va voir quelle version ils nous ont fait du générique. Et là, en fait, il se passe juste un truc un peu dégueu, mais drôle. Et là, moi, j'étais morte de rire. J'étais là, mais je m'attendais tellement pas. Ça m'a tellement surprise, en fait, que ça m'a fait rire. Et il y a plein de trucs. C'est hyper drôle, en fait, je trouve. Mais pas du comique bateau. Il y a un mec qui tombe et c'est drôle, quoi. Hein. C'est assez subtil comme... mais c'est quand même drôle, quoi, je trouve. Et ça m'a fait accrocher. Dès le premier épisode, j'ai adoré. Ah quoi. ouais. Et toi? Alors moi, du coup, premier épisode compliqué parce que pareil, je m'attendais pas à un ton aussi léger.
Et en plus, ce qui est chouette, c'est qu'il y a une différence quand même. Game of Thrones, House of the Dragon, on va suivre les familles nobles, donc on a un certain type de personnage, un certain type de prestance, de costume, etc. Et là, Seven Kingdoms, c'est on suit vraiment le peuple entre guillemets. Duncan, et ça c'est ouais, cool. c'est chouette. Duncan, il vient de nulle part entre guillemets, donc on suit un petit peu son trajet et son chemin, quoi. Donc ça, j'ai plutôt bien aimé. Après, la fameuse scène dans le pilote où il y a ce truc avec le générique, moi, vraiment, j'ai été un peu outrée. Limite, je me suis sentie insultée. Parce que, mais oui, tu dis, parce que la manière dont c'est fait, c'est vraiment un message pour dire, hé les gars, vous nous avez saoulés avec votre générique, là, on va arrêter là maintenant. Et donc, j'ai vraiment ce truc d'être un peu blessée, de me dire, mais, il y aura pas. Ok, bon, d'accord, il y aura pas. Et en plus, vous nous insultez. Ok, super. Ah, moi, je me suis pas sentie insultée. J'ai trouvé que le message, c'était, bon, bah, c'est pas Game of Thrones, là. En fait, ici, on va rire un peu, on va pas se prendre au sérieux. C'est pas la même ambiance, moi, quoi. j'ai vraiment senti comme, fuck off, votre générique, là, c'est bon, ça, vous l'aurez pas. Donc sur le coup, ça m'a un peu énervée. Et puis, le pilote, effectivement, il y a de l'humour et il y a un ton beaucoup plus léger. Mais justement, moi, j'ai du mal avec cet humour que je trouve assez pipi caca, au final. Et c'est vraiment le type d'humour que j'aime pas. Tu vois, quand t'as Plummer qui se racle la gorge 53 fois face à Duncan, j'étais comme, c'est un peu dégueu, et moi, c'est pas le genre de truc qui me fait rire. Donc ça a été compliqué. Mais, deuxième épisode, j'ai beaucoup plus apprécié. Je trouve que l'humour marchait, enfin, en tout cas, il correspondait plus à ce que j'aimais, au niveau de l'humour, au niveau même de la construction des personnages, de la profondeur des personnages. Je trouve que les deux sont super attachants. Le duo d'acteurs marche très, très bien. Et en plus, je comprends. Donc, en gros, grosso modo, c'est un acteur adulte et un acteur enfant. Et donc, quand ils avaient fait la promo autour de la saison 1, il y avait tout un truc en disant, oh là là, l'acteur qui fait l'enfant, il est incroyable. Quand on l'a casté, c'était le premier qu'on a vu, on le voulait lui, machin. Enfin, ils avaient vraiment fait tout un truc marketing autour de ça. Et j'étais comme un peu saoulée parce que tu dis, oui, bon, c'est un enfant qui joue bien, d'accord, ok. Et effectivement, dans le deuxième épisode, il se révèle et tu dis, ok, en fait, c'est un gamin qui doit avoir, je sais pas une dizaine d'années, un truc comme ça. Et il arrive à proposer des choses, il a un jeu tellement subtil et tellement tellement parfait, je trouve, que ça comment dire, ça a relancé mon intérêt et ça me donne envie encore plus de suivre le personnage, vraiment lui et leur duo, et de voir un peu plus où est-ce que ça va nous mener, quoi. Ouais, carrément. Je trouve ces deux personnages hyper attachants et ouais, super, un bon duo qui marche bien. Et je voulais quand même préciser que c'est quand même pas un humour scato tout du long, parce que moi je déteste ce genre d'humour, hein, donc bon, en l'occurrence, la première scène, c'est une scène comme ça. mais moi j'aurais pas du tout accroché si c'était justement ça, c'est l'humour typique américain. Moi je déteste les parodies à l'américaine, là, tu sais, genre les qu'ils avaient parodié Scream, ils ont parodié Hunger Games, tu vois, tous ces trucs-là, c'est toujours un humour comme ça, hyper lourd, hyper scato, et moi je déteste ça, j'accroche pas du tout. Là, c'est pas du tout ça, quoi. À part quelques petites scènes, l'humour, pour moi, il est pas là-dedans. C'est vrai. Petite précision, messieurs, dames, si vous regardez, je vous conseille de ne pas manger en regardant. Moi, j'ai fait l'erreur sur les 2 premiers épisodes. Genre, tu sais, la première scène du deuxième épisode, j'étais avec mes potes, j'étais comme, ah ouais, non, en fait, non, on va pas manger devant. Ouais, moi, il faut vraiment énormément pour me dégoûter, que ça m'empêche de... Alors, je vais peut-être arrêter de manger pendant la scène, mais je continue mon repas après, quoi. Bien joué, madame. Mais voilà, après, je ne suis pas dégoûtée par les scènes médicales. Il faut vraiment beaucoup pour me dégoûter. Alors si, tous les trucs trop scato. S'il y a des gens qui vomissent, par contre, des fois, je ferme les yeux et je regarde ailleurs. Et alors, comment est-ce que tu regardes un épisode par semaine, et est-ce que tu regardes d'autres trucs autour ou pas? Comment ça, avant ou après l'épisode? Parce que moi, j'ai un petit rituel, je voulais voir si t'avais un truc un peu similaire ou pas. Ah bah non, j'ai pas de rituel, généralement, je regarde qu'un épisode, en fait, le soir. Donc du coup, je regarde un épisode, ou des fois, je regarde un épisode d'une autre série. Mais il y a aussi Call the Midwife le lundi, donc si je regarde un épisode, ça va être ça. Mais voilà, non, j'ai pas du tout de rituel. Donc toi, ton rituel, c'est regarder Game of Thrones après? Non, même pas. En fait, alors, non. Je partage avec vous, messieurs, dames, mon rituel. Si jamais, déjà, ne me prenez pas pour une folle, merci, parce que je réalise que c'est peut-être pas très commun. Mais moi, qui aime vraiment beaucoup cet univers, en fait, ce que je fais, c'est que donc je regarde l'épisode qui sort le lundi.
Ensuite, j'écoute l'épisode de podcast. Donc, il y a un podcast officiel Game of Thrones où ils débriefent un petit peu l'épisode et ils parlent un petit peu des coulisses. Et ce qui est chouette, c'est que les deux présentateurs du podcast, il y en a un qui a lu le livre et une qui regarde que la série. Donc, du coup, il y a un peu ces deux points de vue-là qui se confrontent. Et puis, en plus, ils ont des interviews du staff, des créateurs, des acteurs, etc. Donc, c'est toujours chouette d'avoir un peu des coulisses. Ensuite, le making-of. HBO sort toutes les semaines un épisode de genre 20 minutes de making-of de l'épisode. Et puis, alors, il n'y a pas eu de making-of cette semaine. Il est sorti... Ouais. Ils l'ont sorti quand ? Je l'ai vu passer sur YouTube. Ah, mais pas sur HBO, parce que sur HBO, ils ont mis un truc making-of, mais il y a qu'un épisode. Ça devrait pas tarder. Et justement, j'ai réactualisé plusieurs fois cette semaine. J'étais là, c'est quel jour qui sort le making-of ? Ça devrait pas tarder. Parce que pour le premier épisode, je l'ai regardé le mardi, le making-of. Donc là, j'étais là, il n'y a pas de jour de sortie précis. C'est quoi le truc ? Je pense que ça devrait pas tarder. On regardera encore. De toute façon, on mettra tout ça dans les descriptions. Mais à mon avis, ils vont faire un par épisode. C'est ce qu'ils font globalement. Hein. Ouais, mais ce qui m'a étonné, c'est que le premier, ils l'ont sorti le mardi. Et le deuxième, ils l'ont pas sorti là, tu vois. On est vendredi. Bon. Moi, j'aime bien que quand ça sort à une date fixe, tu sais quand tu le regardes, quoi. Alors, j'écoute aussi le podcast, qui est vachement bien, mais par contre, j'ai pas de rituel. Attends, j'ai pas fini. J'écoute pas le podcast après l'épisode, je l'écoute dans la semaine quand c'est le moment d'écouter un podcast. Alors oui, effectivement, j'écoute pas tout direct, hein, parce que je passe pas 4 heures sur Game of Thrones d'un coup. On est d'accord, hein. Soyons, voilà. Mais oui, donc l'épisode, tout ce que je dis, c'est en gros entre le lundi et la semaine qui s'écoule. Hein. C'est pas dans la foulée, quoi. Donc l'épisode, le podcast, le making of, et après encore sur YouTube, je vous en avais déjà parlé dans l'épisode de Game of Thrones. Il y a une chaîne qui s'appelle AltX qui reprend un petit peu chaque épisode. Et ce qui est super cool, c'est que ça, encore une fois, ça décortique l'épisode, mais surtout, ça fait le parallèle avec ce qui se passe dans les bouquins. Et c'est vraiment très, très didactique pour les personnes qui ont du mal à suivre, où il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires, beaucoup de maisons, machin. Parfois, c'est pas évident de suivre. Mais là, c'est vraiment très, très didactique de dire, OK, lui, il s'appelle comme ça, lui, il s'appelle comme ça, il est de telle maison, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Dans les livres, voilà ce qui se passe, voilà ce qui est dit dans les livres, voilà ce qui est dit dans la série. On fait le parallèle et on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir comme info. Et donc ça, vraiment, je trouve ça très, très cool parce que ça permet d'avoir un point de vue vraiment très très complet sur la série, où est-ce qu'on en est, l'histoire, etc. Et je trouve que c'est un truc que j'ai commencé à faire là avec House of the Dragon et que je vais faire maintenant pour Seven Kingdoms, parce que l'expérience c'est pas du tout la même. Quand tu regardes un truc comme ça et que tu sais où t'en es et tu sais où vont les choses et qui est qui, machin, l'expérience est tellement meilleure. Enfin, en tout cas pour moi, je trouve ça vraiment bien bien mieux, quoi. Ouais, moi je lis les livres. Ah mais oui, c'est vrai, t'as les bouquins, toi. Bon bah. Alors j'ai pas lu Night of the Seven Kingdoms, je vais le lire, je pense. Mais non, parce qu'il a sorti trop de trucs. George Martin, moi j'ai pas du tout suivi le. Mais du coup, quand il sort, je suis pas fan au point d'aller lire tous les livres qu'il a écrits. Mais quand ils sortent, voilà, j'ai lu le livre de House of the Dragon et je pense que là, je le lirai aussi pour en savoir plus et puis pour ne pas me faire spoiler entre deux saisons, quoi, parce que j'ai déjà eu des débuts de spoil où je me suis dit, oh là là, ça, je pense que là, je commence à avoir des infos pas cool. Qui donnent trop d'infos. Pas cool. Et en parlant de George, est-ce que t'as vu qu'elle annonce pour la fin de Game of Thrones, des livres Game of Thrones? Ah, j'ai vu passer un truc comme ça, j'ai oublié ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai commencé à bosser dessus et les gars, ça va être bien différent de la série. Ah oui. Bon. Moi, j'y croirais quand le livre sera sur ma table de chevet. Moi, j'ai plus d'espoir tant que le livre est pas sur ma table de chevet. Je comprends. Donc voilà. Surtout qu'il y a quand même plusieurs livres à sortir. Hein. Il n'y en a pas qu'un seul. Hein. Donc, je crois bien qu'il y en a au moins 2. Oh, ah oui. Eh bien, bon courage. Voilà. Donc non, je m'en fous, c'est pas. Enfin, j'aimerais savoir la fin, avoir une bonne fin, quoi. Sans vouloir remuer encore une fois le couteau dans la vie, de remettre le truc sur le tapis de la fin. Mais voilà, sinon c'est bon, ça fait 10 ans qu'il est sorti le dernier livre. Je suis pas dans l'attente à tout prix, quoi. Je le lirai si ça sort pas, bah tant pis. Voilà, j'ai ma fin dans ma tête. Ça ira très bien. Mais bon, ça, tu vois, j'ai quand même pas. Là, j'ai fait mon rewatch du coup de Game of Thrones avant notre épisode. Je referai pas, je pense, de rewatch de Game of Thrones ou alors avant, dans très longtemps, quoi. J'ai pas du tout envie de me replonger dans des nouveaux trucs, oui, mais pas dans Game of Thrones, quoi, parce que. Je comprends.
Bon, bref, allez écouter notre épisode de la fin. Ouais. Mais du coup, en parlant de ça, juste un petit mot, parce que bon, c'est dans la continuité. Si j'en parle dans 3 séries, ça aura plus de sens. Mais moi, du coup, je suis en plein dans mon rewatch, là. Oui. J'ai commencé le 1er janvier, et là, on est rendu à la moitié de la saison 6. Et ça conforte, en fait, moi, pour le coup, bon, déjà, j'ai aimé la fin, donc forcément, l'affect est pas le même. Mais ça conforte le fait que je trouve que c'est vraiment la meilleure série de tous les temps. Et je pèse mes mots. Je trouve que même si on n'a pas aimé la fin, rien que si on prend les personnages, les développements des personnages, l'écriture des personnages, les décors, la grandiosité des effets spéciaux, tout ce qui est fait, et même les épisodes un peu spéciaux, genre les grandes batailles, les machins, c'est vraiment c'est une série où t'as le cinéma qui arrive à la télé, et je trouve ça vraiment incroyable, et c'est vraiment trop trop cool à revoir, quoi. Eh ben écoute, tant mieux. Tu veux enchaîner avec quoi? Alors, bah écoute, on parlait de fin, je vais passer parler de la fin de Stranger Things. Oui. Ça y est, c'est fini. On a eu un dernier épisode qui durait 2 heures, je crois. Ouais. Bon, voilà, moi encore une fois, j'aurais préféré avoir plus d'épisodes plus courts que des films, mais bon, c'est pas grave. Et alors, c'était bien, mais en fait, c'est pas ma saison. Alors, je pense qu'il faudrait que je le revoie tout dans l'ensemble plus tard aussi, ne plus être dans tout le bordel qu'il y avait autour aussi. C'était une bonne saison, mais c'est pas ma saison préférée. Et le truc, c'est que pour la dernière saison, t'as envie que ce soit épique, t'as envie d'être à fond et t'as envie que ce soit pas ta saison préférée, mais presque quoi. Et donc du coup, ça me laisse un peu en demi-mesure. Mais c'était bien quand même. J'ai un peu chialé. On a eu une grosse bataille finale. Bon, je trouve que des fois, il y a des petites incohérences, des petits trucs qui manquent, mais c'est des petits trucs. Ça gêne pas forcément l'ensemble du machin. On a eu une fin. Et ça, j'adore, où on te laisse un peu le choix de décider de la fin, quoi. Une fin qui est un peu ouverte, où tu te dis, bon, bah, c'est ça qui s'est passé, c'est peut-être ça qui s'est passé. C'est pas trop si c'est... Voilà, t'as un peu, toi, un peu le spectateur qui peut un peu décider de, bah, moi, je crois ça, et ça, je trouve ça hyper cool, et ça va bien avec ce genre de série. On a une fin très happy ending. Bon, c'est pas du spoil, hein, tellement ce que je dis là. Voilà, la fin happy ending où tu vois ce qui arrive au personnage ensuite, quoi. Et moi, je trouve ce genre de fin, c'est très efficace, et ça va bien avec cette série qui est clairement un hommage au film des années 80, et donc ça va très très bien avec. J'aurais voulu avoir ça, quoi. J'aurais pas voulu avoir un truc ultra dramatique, la fin qui est hyper négative ou un truc comme ça, tu vois. Donc ça fait chialer sa race quand même un petit peu. C'est quand même ce qu'on veut d'une fin. Donc voilà, c'était bien, mais c'est pas la meilleure saison de la série. Ah mince. Donc du coup, c'est pas la pire non plus, je pense, mais pour moi, c'est quand même, si je classe les saisons par préférence, bah, je la mets plutôt en bas que en haut, quoi. Donc forcément, quand c'est la fin, bah, t'es un peu plus déçu quand c'est moins bien que quand c'est la saison du milieu, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est vrai que j'ai vu le peu que j'ai vu passer, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu le syndrome Game of Thrones en moindre quand même, mais qu'il y a eu beaucoup de déceptions aussi sur la fin de Stranger Things. Alors, par contre, moi, j'ai été gavée d'internet, quoi, parce que les gens, vraiment, enfin, les critiques qu'ils ont fait, ça avait des fois pas de sens. Des fois, t'étais là, tu sais comprendre une œuvre de fiction ou pas? T'as pas l'air. T'as pas l'air. Parce qu'il y a vraiment des trucs que les gens critiquaient, t'étais là, mais on n'a pas besoin de nous expliquer ça, on n'est pas débiles. Par exemple, il y a une famille à un moment qui se fait kidnapper. Et après, l'histoire continue. Et on voit pas cette famille qui est délivrée, en fait. Mais c'est parce que ça n'a pas d'importance. On se doute bien qu'ils sont plus attachés dans la grange, en fait. Quelqu'un qui allait les délivrer, bien sûr, c'est pas le but de l'histoire. Ou pareil, à un moment, il y a un truc avec des militaires et les gens sont là. Et alors, du coup, les militaires les ont laissés partir. Oui, parce que l'histoire n'était finie. Les militaires n'avaient plus besoin de là. Ils se sont barrés, les militaires. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre? T'as pas besoin qu'on te montre les militaires qui montent dans leur camion et qui s'en va pour que tu comprennes que les militaires sont partis parce qu'ils avaient plus besoin d'être là. Enfin, tu vois, plein de petits trucs comme ça où t'es là, mais les gens, mais vous êtes
vous êtes, enfin, je sais pas, vous voulez juste. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment trop de. Il y a des choses qui étaient ok de les critiquer, mais vraiment pas de demi-mesure, et des trucs où t'étais un peu là, c'est peut-être pas la série qui est mauvaise, c'est peut-être toi qui sais pas trop réfléchir, hein. Ah ouais, carrément, ok. Ouais, et puis moi, ça m'a saoulé, quoi, le bruit. C'est pour ça que je pense que je la re-regarderai quand on n'en parlera pas, pour mieux m'en imprégner. Sans avoir le bruit incessant d'internet qui est un peu saoulant, quoi. Oui, puis c'est très polarisant, c'est très tout l'un ou tout l'autre, c'est génial ou c'est merdique. Et du coup, toi, ça t'influence forcément un peu, quoi. Donc tu lis 20 critiques à la suite hyper négatives et tout, après tu lances ton épisode et t'es là, j'ai du mal un peu à aimer, du coup. Ouais, je comprends. Forcément, hein. Donc les gens, calmez-vous un peu sur les réseaux. Merci. Voilà, respirez un bon coup. Tout n'a pas besoin de faire le buzz. Vous n'avez pas besoin de dire des trucs extrêmes et d'être hyper énervé pour exister. Bref. Voilà, c'est ça. Et par contre, on a eu aussi un making-of. Et ouais, c'était hyper intéressant. Donc là, pareil, Internet était outré parce que tout au début, ils disent bon, on filme, mais on n'a pas encore la fin. Donc les gens étaient là, ah bah voilà, c'est nul. Ils commencent à filmer, il y a même pas la fin. Sauf que ça se passe souvent comme 10 ça, minutes les gars. plus tard, il dit non mais enfin, on a la fin, on sait ce qui va se passer, on n'a pas écrit le scénario. C'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose de savoir comment ça se finit, de pas avoir écrit les dialogues, c'est pas la même chose, quoi. Mais c'était hyper intéressant, on voit toute la construction des décors et tout, où il disait alors ils utilisent des effets spéciaux et du CGI, mais que quand même il disait on veut quand même avoir une belle structure qui a été vraiment construite, quoi, qui est pas que des effets spéciaux, quoi. Le fond sera de l'effet spécial pour grandir le truc, mais qui est vraiment un plateau avec les éléments de base qui soient là, et on les voit le construire et tout, c'est vachement bien. Et on voit vraiment toutes les étapes, on les voit écrire le truc, parler avec l'équipe des scénaristes, de ceux qui écrivent, des scénaristes, voilà. On les voit construire le décor, on les voit filmer, donc il y a plein d'étapes et tout, c'était sympa à regarder. Ouais, et du coup, j'imagine que ça justifie un petit peu le temps d'attente s'ils ont construit des gros décors, et c'est tant de travail que ça. Oui. Oui, c'est sûr, il y a du boulot derrière, hein. Ouais, c'est un gros truc. Moi, je pense que ne justifie pas les temps d'attente parce que un projet, c'est aussi prévoir ces trucs-là, quoi. Mais bon, après, il y a aussi eu la grève des scénaristes. Il y a aussi la grève des acteurs aussi. Ouais, voilà. Il y a aussi ça qui a fait qu'il y avait du retard, je crois. Mais bon. Bref. Voilà, c'était bien. Ouais, c'est cool. La fin fini. d'un chapitre. La fin d'une époque. Mais c'est très bien. Fallait pas que. Ouais, fallait pas que ça traîne trop. C'est pas fait pour. Moi, je trouve pas que les séries doivent durer 15 ans. Hein. J'aime bien que les séries que j'aime se terminent. Parce que sinon, quand on veut juste faire durer la série pour faire durer la série, non, en fait, l'histoire, elle est terminée, quoi. Une histoire, elle est faite pour être conclue à un moment donné, tu vois. Sauf dans des trucs, comme Grey's Anatomy, où l'histoire ne fait que se renouveler parce qu'on suit des gens et que les acteurs se renouvellent, quoi. Les personnages sont pas les mêmes qu'au début. Donc, on peut faire ça durer ça longtemps, mais dans d'autres histoires, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Au bout d'un moment, faut y arriver, quoi. Oui, puis Grey's Anatomy, j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu plus comme une construction d'un soap, donc ça justifie le fait que ça s'étire, et comme, ne serait-ce que le fait que ça soit dans un hôpital déjà, forcément. En fait, l'histoire, c'est que ça se passe dans l'hôpital, quoi. Tant que l'hôpital il est là, tous les personnages peuvent partir. C'est ça. Ça fait sens. Alors ils avaient dit. Je crois qu'il y avait un truc qui avait été dit, genre, quand Meredith Grey, donc le personnage principal au début partira, ce sera la fin, mais que dalle, elle est partie. Ça continue, elle continue à faire la voix off et elle fait des guests à chaque saison. Elle vient pour passer plusieurs épisodes, quoi. Elle est plus centrale dans l'histoire. Mais bon, ça continue quand même. Hein. Voilà, magnifique. Puis en plus, ils ont mis son nom. L'hôpital a changé de nom et il y a son nom dans l'hôpital, donc ils pourraient très bien l'enlever. Ça reste Grey Memorial Hospital, donc voilà.
Non, mais c'est chouette qu'elle passe de temps en temps quand même faire coucou, tout ça. Oui, quand même. Au cas où. Et coucou sur là, je suis là, je suis plus là, je suis là, je suis plus là. Bon, de quoi tu nous parles ensuite? Moi, j'aimerais enchaîner sur From. J'ai regardé la saison 2. T'as toujours pas commencé? Non, hein? Non. Alors, saison 2, c'est dans ma liste. Saison 1, déjà, c'était cool, c'était l'installation, on apprend à connaître les personnages, tout ça. Saison 2, je trouve qu'il y a encore de l'intérêt qui est relancé. Ils ont vraiment réussi à se réinventer quelque part dans l'histoire. Il y a tout un truc où, en gros, il y a une flopée de nouveaux personnages qui arrivent d'un coup. Donc, ça relance un petit peu les dynamiques entre les différents personnages. Ça relance aussi, vu que c'est des nouveaux personnages qui arrivent, c'est des nouvelles personnes à qui il faut expliquer le concept. Et du coup, certaines personnes qui vont réagir plus ou moins bien. Donc, c'était plutôt chouette d'avoir ce renouveau-là, quelque part. Il y a un petit peu plus la plongée dans le fantastique. Alors, apprendre avec des pincettes, parce que ça ressemble un petit peu plus à du Lost, donc je commence un petit peu à me dire, j'espère qu'on va pas aller trop loin. Voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt bien fait parce que, donc, en gros, le fantastique, c'est des personnages qui ont des hallucinations, des personnages qui commencent à avoir, tu vois, ils font des rêves, ils sont blessés dans leurs rêves et ils se retrouvent blessés dans la réalité, ou des lieux qui sont là puis qui sont plus là, enfin voilà, des trucs un petit peu comme ça. Donc ça reste quand même acceptable encore. J'attends de voir maintenant les explications derrière. Mais jusque-là, en tout cas, ça reste acceptable et l'intérêt est toujours là. Ce qui est chouette, c'est qu'ils ont réussi à faire en sorte que les monstres restent présents, mais soient quand même un petit peu en retrait. On les a pas beaucoup vus cette deuxième saison. Mais il y a quand même cette menace qui plane. Il y a quand même cette logique de, on veut chercher des réponses, on veut chercher à se défendre, on veut chercher à repartir chez nous, quoi. Donc, vraiment très, très cool. J'en suis, sur la saison 2, il y en a 10. J'en suis à l'épisode 9. J'ai un bon petit cliffhanger, donc j'attends de voir la fin là très rapidement. Mais ouais, très très cool série. J'ai vraiment hâte de voir la saison 3 et encore une fois, je te la recommande. Bah ouais, je vais regarder, c'est sur ma liste. La saison 3 a été confirmée? Elle est sortie déjà. C'est elle est sortie. Là, on attend la 4. D'accord, t'es pas en live? Non, pas du tout. T'es en décalé. C'est ça. Ok, donc et la saison 4 est confirmée? Oui, la saison 4 est confirmée. Il me semble qu'elle est en tournage. Ah bah, trop il me bien. semble que c'est annoncé ou quelque chose comme ça. J'ai pas trop été voir encore pour pas me spoil, on sait jamais. Mais il me semble que ouais, c'est dans les tuyaux. Très bien. Eh ben, cool. Petit rappel quand même, au cas où, From, disponible sur Paramount+, et sur Canal, si jamais vous voulez regarder. Et c'est vrai que j'ai pas regardé quand est-ce qu'on j'en ai parlé pour la première fois. Je vous mettrai ça dans les descriptions, si vous voulez. C'était pas le mois dernier que tu nous en as parlé? Ouais, c'est possible, ça ferait sens. Ça ferait sens. Je crois, parce que ça semble assez frais dans ma tête. Ok. Je mettrai dans la description au cas où, comme ça, si vous voulez écouter les infos sur la saison 1, vous y retournerez. À toi. Cool. Moi, j'ai regardé Le Comte de Monte Cristo, c'est sur France Télévisions, enfin France TV, donc c'est gratuit. C'est pas une production française, c'est une production franco-britannique ou franco-américaine, bon, je sais plus, c'est une production de quoi, mais du coup la VO la VO est en anglais, c'est pas en français. Enfin, vous pouvez le regarder en français quand même si vous voulez, hein, mais c'est vrai que je l'ai lancé en français en étant persuadée que c'était une série française. Et en fait, voilà. Et l'acteur qui joue le Comte de Monte Cristo, c'est Sam Claflin qui jouait dans Hunger Games, qui jouait Finnick dans le deuxième film des Hunger Games et dans le troisième, qui joue le mec qui vient du district où ils sont pêcheurs. Il est blond, il est souvent torse nu. Ah non. Là, comme ça me dit rien, mais peut-être que... Attends, je vais aller voir sur Google en même temps que tu parles. Oui. Il a joué aussi dans une série qui s'appelle Daisy Jones and the Six sur Prime Video, qui suit un groupe dans les années 70 et qui est très inspiré de Fleetwood Mac. Et donc voilà, quand Sam Claflin, c'est très dur à dire ce mot, comme Sam Claflin est arrivé à l'écran, j'ai dit il est pas français lui. Et donc là, j'ai réalisé que en fait, c'était en anglais, c'était pas du tout une série française. Mais bref, il y a plein d'acteurs français quand même dedans. Donc d'ailleurs, en la regardant, je me suis dit, ben voilà, allez piocher là la prochaine fois, les Américains, que vous voulez un acteur français qui parle bien anglais, il y en a plein là. Donc il y a Anna Girardot dedans, il y a Blake Ritson qui joue aussi dans The Gilded Age, et je l'ai vu dans d'autres trucs aussi, mais je me souviens pas quoi. Et il y a aussi Jeremy Irons. Ah ouais, beau casting. Voilà. Ouais, franchement, j'ai trouvé que le casting était bien.
J'ai trouvé que c'était bien. De toute façon, enfin, le Comte de Monte Cristo, on connaît l'histoire, mais l'histoire, tu rentres dedans, elle est bien. Voilà, une bonne histoire de vengeance, comme on les aime. Et puis il y a vraiment, je trouve, il y a tellement une injustice. Moi, je regarde, je suis là. Mais ouais, mais c'est dégueulasse ce qu'ils l'ont fait. Vas-y, venge-toi, mon gars, mais venge-toi. Après, alors si vous avez vu, du coup, il y a le film avec Pierre Ninet qui est sorti, je crois, l'année dernière. Oui. Ou l'année d'avant, donc c'est quand même très récent. J'ai trouvé que déjà c'est une série, hein, donc forcément c'est beaucoup plus lent que le film, beaucoup moins dans l'action, voilà, donc beaucoup plus lent comme rythme. Peut-être, je sais pas si c'est plus proche du livre, mais j'imagine qu'il y a quand même sûrement plus de détails qui étaient pas dans le film, un peu moins spectaculaire, quoi. Et le conte, je l'ai trouvé aussi beaucoup plus taciturne que Pierre Ninet, mais je trouve que ça va aussi très bien au personnage. Il a de quoi être taciturne, le beau gars. Donc voilà, franchement, moi j'ai bien aimé. Si vous aimez l'histoire du Comte de Monte Cristo, si vous avez adoré le film avec Pierre Ninet, que vous voulez un truc avec plus de détails, allez-y, quoi. Il y a combien d'épisodes? 8, je crois. Ah oui, ça se regarde facilement. Des 40 minutes, j'imagine. Ouais, je pense que c'est ça, 40-50. 50 plutôt. Plutôt 50 minutes, 1 heure, je crois. Ok. Non, c'est cool. Donc voilà. Monte Cristo. Et j'ai retrouvé entre-temps Sam Claflin. Sa tête ne me dit absolument rien. Ça se dit rien? Non. T'as vu les films de Hunger Games? Oui, mais ça m'a pas... Ils m'ont pas marqué tant que ça. À part Katniss. C'est quand même un personnage important. Ouais, non, je m'en souviens pas. Bon, écoute, c'est pas grave. Puis alors, si vous aimez les histoires d'amour, donc je vais pas le recommander à Nat, mais du coup, la série dont je parlais, Daisy Jones and the Six, dans lequel il joue aussi. Si vous aimez les histoires d'amour où je t'aime pas, on peut pas être ensemble, machin et tout, regardez, parce que du coup, voilà, c'est le groupe, mais il y a une chanteuse qui vient s'ajouter au groupe, et avec le chanteur du groupe, qui lui est marié, il y a voilà tout un truc de vont-ils pas, c'est tendu entre eux. Donc si vous aimez ce type de romance, vous allez kiffer ça, surtout si vous aimez la musique aussi, voilà. J'avais trouvé ça sympa comme série à regarder. Ok. Bon, ensuite, de quoi tu nous parles? Tu vois, t'étais en train de parler de romance. J'ai envie d'enchaîner sur de la romance. Allez. Messieurs, dames, j'ai testé pour vous Heated Rivalry. Oui. T'en as entendu parler? C'est sorti sur... je croyais que c'était pas sorti encore en France. Ouais, j'avoue, j'ai regardé en piraté. J'annonce. Voilà. Parce que justement, je l'ai mis dans ma liste à regarder parce que ça arrive en France au mois de février, je crois. Ah, je savais pas. Parfait, ça sera un petit teaser. J'ai vu passer cette info, mais je l'ai noté nulle part. En me disant, ce sera dans le point de février, si je regarde. Mais je vais vérifier pendant que tu nous parles. Ok, très bien. Alors, le pitch. Donc, Heated Rivalry, c'est une histoire qui se passe au Canada. Donc, c'est une série canadienne. Et en fait, on suit l'histoire d'amour entre 2 joueurs de hockey, Shane et Ilya. Donc, Shane qui est canadien et Ilya qui est russe. Et donc, les 2 jouent dans la ligue mi-américaine, mi-canadienne de hockey. Et donc, il y a tout un truc, en fait, de rivalité qui se met en place entre eux dès le début, puisque ce sont 2 très bons joueurs et qui, du coup, ont cette rivalité d'une équipe à l'autre, machin. Ils se retrouvent régulièrement à jouer l'un contre l'autre sur la glace. Et au fur et à mesure de la rivalité, il y a une petite tension sexuelle qui se met en place entre ces 2 jeunes hommes, et on suit... Alors, j'ai vu que le pilote, donc je peux pas en dire beaucoup plus, mais dans le pilote, déjà, on suit un petit peu l'évolution de leur relation, et on voit comment ça se transforme d'une rivalité sur la glace à une histoire d'amour torride, on va dire. J'ai pas du tout aimé. Vraiment, c'est... Trop romance pour toi. Ouais. Est-ce que si la romance est LGBT, parce que moi ça me plaît clairement plus. Si c'est une romance entre mecs ou entre meufs, ça m'intéresse beaucoup plus que les romances hétéros que je trouve hyper chiantes. Alors moi c'est pas un argument parce que
pour moi, c'est une histoire d'amour. Tu vois, c'est vraiment le fait que ce soit une histoire d'amour qui me gêne. Même si, oui, c'est chouette la représentation et c'est chouette de voir d'autres choses. Et d'ailleurs, point positif, je trouve, il me semble que j'ai pas beaucoup vu de personnages d'hommes gays qui soient des sportifs et qui soient aussi virils. Donc ça, pourquoi pas, c'est très cool. Mais je crois que c'est aussi pour ça qu'elle fait parler d'elle. C'est parce que c'est dans le milieu du sport et que c'est un milieu qui reste quand même très macho, quoi. Mais au-delà de ça, en fait, ça reste une histoire d'amour qui est centrale à l'histoire de la série. Et ça, moi, ça me saoule. Après, dans le pilote, c'est pas tant une histoire d'amour pour l'instant. C'est plutôt genre... c'est plutôt du 50 Shades, tu vois. C'est vraiment torride entre eux et tu sens qu'ils se testent, ils se cherchent, et ils couchent ensemble plusieurs fois, mais il n'y a pas de sentiment vraiment. J'imagine que ça se développe après. Mais j'ai pas aimé suivre les personnages, j'ai pas aimé la construction du pilote. Il y a beaucoup de bonds dans le temps dans le pilote. Alors il se passe sur peut-être 1 an ou 2, quelque chose comme ça. Et genre toutes les 5 minutes t'as un truc, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Donc ça m'a un peu saoulée. Et puis même au-delà de ça, les acteurs sont très bons par contre. Ils sont très très bons, ils sont très doués, ils sont souvent torse nu, ils sont très très bien bâtis, ça n'empêche pas. Mais ça fait forcément gagner des points de popularité à la série générale, je veux dire, pas forcément par rapport à toi, mais bon. Ouais, je pense aussi que c'est pour ça parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, ça doit jouer aussi. Oui, quoi. Ça doit jouer. Je pense aussi. Mais voilà, moi c'est clairement pas mon style de série. Je pense que il faut aimer la romance, faut aimer. Voilà, c'est ce que j'allais dire pour les gens qui aiment la romance. Oui. Il y en a beaucoup quand même. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Tu penses que ça peut être une série qui peut leur plaire, quoi. Oui, je pense bien. Je pense que le côté romance peut plaire. Et puis, je trouve je sais pas si tu l'as vu, Challengers? Non. Il y a une vibe un petit peu qui m'a beaucoup fait penser à ce film. Donc, en gros, sportif de haut niveau, une certaine ambiance musicale, une certaine réalisation assez marquée quand même. Et des personnages qui sont très... très sportifs, très compétitifs. Donc ça, si vous avez aimé Challenger, je pense que vous aimerez Heated Rivalry parce que on reprend les mêmes ingrédients un petit peu avec la touche LGBT en plus. Donc voilà, testez, faites-vous votre avis. Du coup, si tu testes, je serais curieuse d'avoir ton avis le mois prochain. Écoute, je vais tester. Donc ça arrive le 6 février sur HBO. Ok. Donc, c'est vraiment bien très très vite. Et moi, je vais regarder. J'ai aussi, comme j'en ai entendu pas mal parler, ça m'a intriguée. J'ai envie de regarder pour voir si ça va me plaire. Donc on en parlera sûrement en février. Oui, j'ai hâte d'avoir ton avis. Carrément. Ensuite, moi, je vais parler rapidement de Fallout parce que la saison est pas terminée. Donc, on approche de la fin, mais je vais attendre que ce soit fini pour vraiment donner mon avis sur la saison parce que je pense qu'il va se passer des trucs assez déterminants sur les derniers épisodes. Mais un truc dont je voulais parler, c'est que il y a un univers très très fort, très marqué dans Fallout et ça c'est super parce que si t'accroches à l'univers, généralement dans la première saison t'es complètement accro très vite au truc et t'es là ah mon dieu c'est génial. Mais la difficulté de ce genre de série c'est d'arriver à la saison 2 quand t'as plus la surprise. Moi je sais que j'avais été déçue de la saison 2 de Stranger Things et après coup j'avais compris, j'étais là ah mais non en fait elle était pas si mal cette saison même si c'est pas ma préférée mais en fait c'est surtout que j'avais plus le truc de surprise, de nostalgie au début où t'es là oh là là mais c'est génial, c'est comme si je regardais E.T. pour la première fois. Il y avait plus ça forcément puisque je connaissais déjà l'univers et ça je pense qu'il y a plein de trucs comme ça où les gens sont déçus mais en fait c'est parce que vous êtes plus dans l'adrénaline du début mais ça reste bien quoi. Et donc bon pour moi du coup maintenant c'est bien d'avoir réalisé ça quand je suis dans des univers forts comme ça, je sais que sur la saison 2 je vais plus avoir ce truc de oh mon dieu cet univers est génial et de découverte mais donc du coup la saison 2 est cool et il y a aussi l'utilisation de la technologie c'est hyper intéressant parce qu'en fait quand tu connais pas du tout les jeux de Fallout et que tu commences à regarder tu te dis en fait donc il y a des bombes atomiques qui tombent et des gens qui vont dans des abris atomiques et l'univers est très rétro et quand tu commences à la série moi c'est ce que je me suis dit, j'ai cru qu'en fait les bombes elles étaient tombées dans notre monde à nous dans les années 60. Et en fait, c'est pas ça du tout. Ça se passe dans un monde futuriste, mais qui a gardé
un design très années 60 quoi. Donc les technologies ne sont pas nos technologies, ne sont pas les technologies des années 60, c'est des technologies avancées avec un look années 60 et ça je trouve ça rend le truc hyper intéressant parce que c'est à la fois ça touche la corde du nostalgie vintage, c'est joli et puis bon voilà ça nous rend un peu et en même temps bah t'as des technologies que t'es complètement dans de la science-fiction où tu sais pas comment fonctionnent les technologies et tu découvres au fur et à mesure comment il fonctionne ce monde-là qui n'est pas du tout mon monde à moi et ça je trouve ça hyper intéressant dans la série et c'est un truc que tu découvres vraiment quand tu connais pas du tout les jeux. T'as dans les premiers épisodes, t'as un moment où t'es là. Mais attends. Ok, chelou, chelou ces technologies-là quand même pour les années 60. Et là, tu cherches un peu et t'es là. Ah, d'accord. Donc voilà, je trouve que ça c'est cool dans cette série. Et donc rendez-vous dans notre prochain point série pour parler de cette saison 2. Ouais, ce que tu décris, c'est un genre d'univers que j'aime beaucoup aussi, c'est le rétrofuturisme, où t'as exactement ce truc d'années 60, mais en même temps ça se passe dans le futur. Dans ce genre-là, moi la dernière série que j'ai beaucoup aimée, ça s'appelle Hello Tomorrow, une série Apple, où pareil, c'est du rétrofuturisme. Le pitch rapidement, on suit un gars donc joué par Billy Crudup, qui était dans The Morning Show, et tu sais il fait c'est le stéréotype du vendeur qui fait des séminaires à travers les États-Unis et qui fait des séminaires un peu très galvanisants et en fait il vend aux Américains un bout de terrain sur la Lune. Et donc il y a tout un truc de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est un imposteur, est-ce qu'ils vendent vraiment des terrains sur la Lune. Et donc il y a tout ce côté rétrofuturiste qui est vraiment cool. Et c'est vrai que c'est super agréable d'avoir ce côté un peu nostalgie, mais en même temps on découvre des nouvelles choses. Mais en on même est surpris. Avancé quoi. Ouais, c'est vraiment très chouette. Carrément. Donc saison 2 le mois prochain. Le mois prochain, cool. Tout à fait. Ça se finit vraiment bientôt là. Cool. Bon. Et toi ensuite? Eh bien, on va rester dans le rétro. Tiens, c'est un petit hasard du calendrier entre guillemets. Moi, je vais vous parler de Ponies. T'en as déjà entendu parler ou pas? Oui, j'ai vu l'affiche. Ouais. Mais c'est toute la seule info que j'ai vue. J'ai vu passer l'affiche. Ok. T'as dû voir Emilia Clarke aussi? Non, j'avais pas. Non, vraiment, j'ai vu passer l'affiche vite. J'ai pas fait gaffe à qui était dessus. J'ai juste vu le nom. Quoi. Ok. Bon, bah, du coup, nouvelle série avec Emilia Clarke. Donc, Emilia Clarke, notre chère Daenerys Targaryen. Ça se passe dans les années 70, en Russie. Et en fait, on suit deux femmes, Bibi et Twyla, qui sont des épouses d'agents de la CIA et qui sont implantées à Moscou. Et donc on suit un petit peu leur quotidien, tu vois, d'épouses qui doivent un petit peu se cacher, entre guillemets. Et puis là, patatras, leurs deux maris meurent. Et donc, elles se retrouvent par un concours de circonstances, je vais pas trop t'en dire non plus si tu veux la regarder, mais elles se retrouvent par un concours de circonstances à être recrutées par la CIA. Et du coup, il y a tout ce postulat de dire, mais en fait, on est deux femmes classiques, lambda, personne va faire attention à nous, donc on serait d'excellentes espionnes. Donc voilà, on suit un petit peu leur transition et du coup, leur première mission et elles veulent enquêter chacune sur qu'est-ce qui est arrivé à leur mari, puisque évidemment c'était des agents de la CIA, donc on leur a pas donné la réelle raison de ce qui leur est arrivé. Donc il y a cette logique-là aussi de vouloir savoir qu'est-ce qui est arrivé à leur mari. J'ai pas trop aimé le pilote non plus. Ah mince, donc tu t'es arrêtée au pilote? Ouais, j'ai regardé que le pilote. Pour moi, ça a été trop difficile de suspendre ma crédulité là sur ce pilote. Donc, pour rappel, la suspension de crédulité, c'est genre je me mets dans l'histoire et je vois pas tous les trous de scénario et toutes les choses qui vont pas. Et là, ça a été compliqué pour moi sur cet épisode parce que on a deux femmes d'agents de la CIA qui n'y connaissent absolument rien, qui sont absolument pas des agentes, qui perdent leur mari et qui se retrouvent sur le terrain, limite tout ça dans le même épisode. Donc ça j'ai trouvé ça pas crédible du tout, tu vois, d'avoir ce truc. Ils ont amené le truc trop vite. Ouais, c'est vraiment très vite. C'est censé être des débutantes plus, et au milieu de l'épisode, elles se retrouvent déjà sur le terrain à échanger des informations, récolter des informations, machin. Donc ça m'a beaucoup déplu. J'ai trouvé que, oui, en termes de crédibilité, c'était compliqué. Il y a encore le trope de le duo un peu improbable. Il y en a une qui est plutôt discrète, plutôt éduquée, qui a fait des études et qui est heureuse en mariage, et l'autre qui est plutôt extravagante, qui est plutôt vulgaire, qui n'a pas d'éducation et qui n'est pas bien dans son mariage. Donc il y a le duo des deux qui se forme, qui est pas trop mal, mais je crois que j'en ai un peu marre en fait de voir ce genre de choses.
Là, je suis dans une phase où j'ai envie d'être surprise et de voir un peu autre chose. Et là, du coup, je trouve que c'était un peu trop convenu, un peu trop traditionnel, quoi. Donc voilà, je pense que je continuerai pas la suite. Mais si tu la testes, tu me diras ce que t'en penses. Donc du coup, c'est sur quelle plateforme? C'est sur Internet. J'ai piraté aussi. C'est sur Internet. Oui, c'est une série. Pardon, désolée. C'est pas grave, c'est une série. Je te pose ces questions parce que j'ai pas l'habitude que tu sois un pirate et du coup, je pose les questions. Mais on avait dit que quand on piratait, on disait pas pirater, on disait ce n'est pas disponible en France. Voilà, ce n'est pas disponible en France. J'ai des accès qui font que j'ai pu regarder en amont. J'ai trouvé une solution pour regarder. C'est ça. J'avais vraiment envie de la regarder parce que Emilia Clarke et j'ai vu un peu la promo autour de ça. Donc j'ai tenté quand même, mais ouais, j'ai pas confiant. Ouais. Bon, déception. Oui. Ouais, moi, série d'espionnage et tout, ça me... Foutu. Ça me tente pas. Quand je t'en entends parler, là, je me dis pas... En plus, Emilia Clarke, alors, je vais pas dire je l'aime pas. C'est toujours très fort de dire j'aime pas un acteur. J'ai rien contre elle, spécialement. C'est pas non plus un gage de... Je me dis pas, waouh, elle est dedans, j'ai envie de regarder, quoi. Voilà, pas d'attachement particulier à elle, pas de truc où je me dis c'est vraiment une bonne actrice. Donc, voilà, c'est pas un point pour me convaincre de regarder, alors que c'est pas une thématique que j'aime forcément de base, quoi. Donc, je pense que je ne regarderai pas. Tu peux passer ton chemin. On passe à la suite? Ouais. Alors moi, j'ai regardé Vampire sur Netflix. C'est une série qui est sortie en 2020. J'avais un petit train de retard, mais j'avais jamais regardé. Je sais que j'en avais entendu parler quand elle était sortie. Je ne sais pas pourquoi j'avais pas regardé. J'avais dû me dire, une série française. Ah, c'est français en plus. Parce que c'est une série française. Ok. Tout à fait. Et dedans, il y a Alyosha Schneider. Ok, oui, je vois. C'est lui aussi qui est dans Salade grecque, ou c'est son frère? Parce qu'il y en a plusieurs des Schneider, donc je ne sais pas. Alors ça, par contre, je peux pas dire. Et il y a aussi Pierre Lotin qui joue dans Enfant phare. Je sais pas si t'as vu ce film, c'était vachement bien. Et qui joue aussi dans dans les... Comment ça s'appelle? Les Tuches. Il joue aussi dans Les Tuches. J'ai pas vu Les Tuches, mais il joue aussi dans Les Tuches. Mais bon, Enfant phare, c'était vachement bien. Moi, j'ai pas vu Les Tuches non plus. Moi, je l'ai vu dans La Nuit du 12. Il est incroyable. Il joue vraiment... Je sais pas si tu l'as vu aussi, ce film? Non. Il joue un personnage antipathique au possible et il est vraiment ultra bon. Donc, ouais, franchement, c'est un bon acteur. Je pense qu'il a un beau potentiel, quoi. Ouais, clairement. Enfin, en tout cas, Enfant phare, dans Enfant phare, il était vachement bien. C'est vraiment lui qui amenait vachement d'émotions et tout. Très bien. Donc du coup, cette série, c'était pas mal. Alors des fois, ce petit truc que je trouve aux séries françaises un peu surjoué, mais je l'ai pas ressenti tout le temps. C'était vraiment juste parfois quelques scènes où j'étais là, là ça fait un peu trop, on est au théâtre et on n'est pas dans une série. Un peu moins ça. Moi, ça me casse un peu l'immersion dans le truc, quoi, tu vois. Mais quand même, je l'ai moins ressenti que dans d'autres séries françaises, donc cool. Et c'est une approche encore différente du mythe du vampire que du coup j'ai trouvé. Je trouve ça toujours intéressant quand il y a de nouvelles approches, même si moi, mon préféré, c'est le classique tu me mords, je te mords, tu bois mon sang, tu deviens vampire. Mais donc là, c'est différent parce que le vampirisme est un trait génétique, donc qui se transmet de parents aux enfants. Et on suit en fait une famille, une femme avec ses 4 enfants. Les 2 plus grands sont des vampires et en fait les 2 plus jeunes, elle les a eus avec un humain. Et du coup, ils sont pas vampires, mais ils doivent prendre un médicament pour que le gène ne se développe pas, quoi. Et la jeune et donc c'est un garçon et une fille, et le frère dit à sa sœur mais enfin c'est des conneries ce médicament, moi j'ai arrêté de le prendre et je me suis pas transformée en vampire, je vais très bien, quoi. Et la gamine arrête de le prendre. Et elle, par contre, ça se passe moins bien, mais c'est pas non plus complètement un vampire. C'est vraiment une hybride entre les deux. Et donc il y a donc à la fois ce côté, cette approche un peu différente du vampire avec ce côté génétique, et il y a aussi toute l'organisation, la société des vampires. Ils ont aussi tout un fonctionnement ensemble qui est aussi intéressant, avec bien sûr des pouvoirs d'une société, de vivre ensemble, de machin et tout, de règles.
que j'ai trouvé intéressant. Et d'ailleurs, un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont une de leurs règles, c'est qu'ils doivent pas manger des humains. Donc, bien sûr, il y a forcément qui respectent pas la règle, mais c'est pas forcément ça le truc intéressant, c'est que déjà que ce soit vraiment une règle, mais ils sont pas pour autant montrés comme tu sais, genre comme dans Twilight, clairement ils mangent pas des humains pour que ce soit un peu plus bien pensant. Voilà, tu vois, là c'est pas ça, c'est pour éviter le conflit. En fait, ils se cachent, les vampires. Et ils veulent éviter le conflit avec les humains, et la meilleure façon de faire ça, c'est déjà de pas les mordre. Oui, accessoirement, effectivement. Voilà, donc ils mangent des animaux, et tu vois, le vampire, c'est un personnage qui a vraiment une aura, enfin très sexualisée et tout, et la morsure du vampire, c'est complètement une métaphore de l'acte sexuel. Et quand t'as souvent des scènes de morsure dans le cou et tout, c'est hyper sensuel. C'est pas toujours terrifiant un vampire qui mord un humain, c'est bien pour ça qu'il y a plein d'histoires d'amour avec des vampires et des humains. Mais là, justement, du coup, on a plusieurs scènes où ils mangent des animaux. Enfin, ils boivent le sang des animaux, et du coup, c'est beaucoup plus c'est presque plus choquant, je trouve, que de boire le sang d'un humain, parce que c'est pas je te fais un bisou dans le cou, c'est j'ai l'animal et je le bois, il y a du sang partout, et c'était beaucoup plus je trouve graphique, en fait, beaucoup plus marquant à l'image, quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était aussi intéressant, quoi. On voit des vampires qui se nourrissent d'animaux, mais pas dans le sens de parce que c'est des gentils vampires. Et en même temps, voilà, c'est quand même, quand ils se nourrissent, c'est quelque chose de perturbant, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal comme approche. Ok. En plus, ça se regarde assez rapidement, hein. Il y a pas beaucoup d'épisodes, il y a qu'une saison, donc voilà, ça se regarde très bien. Est-ce qu'il y a d'autres éléments du mythe classique du vampire, genre le soleil, l'ail, tout ça? Ouais. Ils peuvent pas aller au soleil. L'ail, je ne sais pas si on en parle. Mais ils peuvent pas aller au soleil, en tout cas, Ok. Donc tu recommandes alors? Ouais, franchement, j'ai trouvé que c'était pas mal. Si vous aimez les trucs de vampires et que vous aimez surtout le mythe du vampire et avoir l'explorer de différentes façons, je trouve que c'est intéressant à regarder, quoi. Je vois sur Wikipédia que c'est sorti le 20 mars 2020. Effectivement, c'est une période assez particulière. Quoique, du coup, ça aurait pu aussi être le moment parfait pour péter Alors les moi, scores, j'avais le Covid, du coup. Donc, la première semaine du confinement, j'ai eu le Covid. Ah, fun! Et j'étais un peu au bout de ma vie pendant plusieurs semaines et complètement angoissée, parce qu'avoir le Covid, au début du Covid, t'étais là, qu'est-ce qui va se passer? Ce nouveau symptôme, là, est-ce que c'est grave ou pas? On s'inquiète. Quand est-ce qu'on s'inquiète? Aïe, aïe, aïe. Donc ouais, là, c'est sûr, j'ai pas regardé de nouvelles séries à ce moment-là. Ouais, normal. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle est un peu passée inaperçue, du coup. Ouais, peut-être que sa date de sortie, genre ce serait sorti un mois plus tard, quand t'es habitué à être confiné, mais juste sortir au moment où on se met dedans et tout le monde est en panique totale. C'est vrai que un mois plus tard, on était comme, bon, on n'était plus à mettre du pchit sur nos aliments, on n'était plus à se dire OK, on a tout partout. Ouais, puis plus à te dire allez, j'ai pris l'habitude d'avoir regardé une petite série tous les jours à ma pause déj. C'est ça. Il y avait plus le stress de dire punaise, les magasins sont vides et tout. Ça, c'était un peu mieux. Et le quotidien s'était mis en place, parce que au début, mais surtout, enfin, les gens qui ont des gosses et tout, les gens qui travaillent, enfin, nous, on travaille de chez nous et on n'a pas d'enfants, donc ça nous a pas perturbé de ouf qu'on nous dise vous pouvez plus sortir. Bon, d'accord, ça va. Mais il y a des gens pour qui ça a dû être un chamboulement, mais tellement énorme qu'ils avaient autre chose à faire que de penser à la dernière série qui vient de sortir, quoi. Se dire ok, donc là faut télétravailler, j'ai jamais télétravaillé de ma vie, puis les enfants ils vont faire l'école à côté de moi pendant que je télétravaille. Super. Comment on s'organise? Tu travailles de quelle heure à quelle heure? Voilà, ça a dû plus tout le truc de la maladie en plus. Moi, à l'époque, je donnais encore des cours de soutien. En présentiel. Du coup, j'allais chez les familles, je donnais des cours. Et je me souviens que, tu sais, la période juste avant, là, on commençait à dire, bon, attention, pas de bise, attention, vous déplacez pas. J'avais commencé déjà à dire aux familles, bon, on va faire les cours en visio. Et puis, genre, 2 jours après, Macron avait dit confinement. Donc, il y a eu ce chamboulement-là, mais c'est vrai que ça n'a absolument rien de comparable avec quelqu'un qui a des enfants et qui se retrouve à télétravailler et faire ses réunions et tout ça, quoi.
effectivement. Ah ouais, c'est sûr. Moi, je suis allée la veille qu'ils annoncent le confinement, donc on s'en doutait un petit peu que ça allait Ouais. peut-être arriver. J'avais rendez-vous chez ma médecin pour renouveler mon traitement. Et en rentrant, tu sentais que c'était un peu tendu déjà, et Ouais. j'ai croisé un mec dans la rue, mais qui était pas en forme. Oh merde. Pas en forme du tout. Le gars, vraiment, il avait l'air au bout de sa vie. Ça se trouve, il avait pas le Covid, hein. Il avait Ouais. peut-être une grippe, peut-être que c'était un toxico, je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, il avait pas l'air en forme, et vraiment, en plus, il faisait pas beau, il y avait du vent et tout. J'étais là, mais on se croirait dans le premier épisode d'un film de zombies, quoi. Walking Dead, merci. Super. Mais c'est clair, c'était trop ça l'ambiance, quoi. Et 5 jours après, j'étais malade, quoi. Donc Ah ben super. voilà. Super, merci monsieur. Non, je pense pas que je l'ai pas approché, hein. C'est pas lui qui me l'a donné. Je ne sais pas où je l'ai attrapé, mais c'est pas lui. Bah, voilà, bonne ambiance fin du monde, très sympathique. Mhm. Ok, donc Vampire sur Netflix. Voilà, allez-y. Allez tester. Qu'est-ce que t'as d'autre à nous partager? Il te reste encore 2-3 séries, non? Ouais, il m'en reste deux séries que j'ai testées après qu'on se soit fait l'épisode sur les Golden Globes. Ouais. On avait parlé C'est à quoi j'ai pensé ouais. quand t'as fait ta liste. J'ai dit, ah tiens, elle a regardé des séries après qu'on ait enregistré les Golden Globes. Exactement. La curiosité, elle a emporté. Je me suis dit, vas-y, on va tester pourquoi ces séries-là sont nominées. Voyons voir. Donc, je vais commencer par The Girlfriend. Ah bah justement, j'allais te dire, parle-nous de The Girlfriend, parce que du coup, comme moi j'ai regardé 5 minutes et que j'ai pas regardé la suite, je suis quand même curieuse de savoir ce que t'en as pensé, si ça valait le coup de regarder ou pas. Ok, alors, déjà un peu de contexte. Donc, c'est une série Amazon. Le principe, c'est qu'on suit on commence par suivre le quotidien de Laura, donc une femme qui a la cinquantaine, qui est jouée par Robin Wright, femme riche, la cinquantaine, qui a un fils, Daniel, qui a genre 25-30 ans. Qui est la prunelle de ses yeux, elle est ultra proche de lui, etc. Ce Daniel a une copine qui s'appelle Sherry, jouée par Olivia Cooke, qu'on a déjà vue dans Bates Motel et dans House of the Dragon. Et donc, en gros, l'élément perturbateur, c'est quand Daniel ramène Sherry à ses parents pour la présenter. Et il y a un petit peu ce clash entre la mère et la belle-fille, quoi. Et donc, les premières minutes, je comprends que t'es arrêté au début, parce que c'est vrai que les premières minutes, ça fait très classique. Ça fait très, donc on commence avec le point de vue de Laura, donc c'est très classique, elle rencontre la fille, dès le début elle est suspicieuse, elle se dit ok, c'est sûr qu'elle me ment sur tel truc. Dès que Chérie dit quelque chose, tu vois, par exemple, elle dit ah ben j'étais à telle école, ah bon, on connaît le patron, j'allais dire, on connaît le principal de cette école, raconte-nous un petit peu, parce que je pense qu'il se souvient pas de toi, enfin tu vois, elle creuse dès le début, ouais. Et donc dès le début, Chérie a besoin de se justifier, et dès le début, Laura dit non, c'est sûr, c'est pas une bonne meuf, elle ment, il y a un truc qui va pas. Donc cette partie-là est quand même assez classique et assez ennuyeuse, je trouve. Il y a rien de particulier, mais il y a un twist dans l'épisode, et c'est là où ça a pris mon intérêt, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, on passe du point de vue de Laura au point de vue de Chérie. Et donc en fait, on a déjà la manière dont Chérie et Daniel se sont rencontrés, et ensuite comment Chérie s'est retrouvée chez les parents de Daniel. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, on voit les mêmes scènes, mais on voit pas du tout le même point de vue, donc on voit pas du tout les mêmes choses. Tu vois, par exemple, une scène où ils sont autour de la table. Laura interroge un petit peu Chérie, et puis tu sais, elle sert du thé, et puis elle en renverse sur les jambes de Chérie. Du point de vue de Laura, Chérie se lève, elle crie, elle dit fuck, et puis elle part, et puis elle va s'essuyer. Et Laura essaye de l'aider, puis elle se rend compte que la meuf est un peu bizarre, tout ça. Et en fait, du point de vue de Chérie, tu vois un petit peu avant déjà que quand elle est arrivée, Laura s'est un petit peu foutue de sa gueule. Elle a entendu un petit peu une blague autour de Chérie. Ah, mais c'est pas une stripteaseuse, peut-être qu'il y a un truc comme ça. Et donc, elle est dans un certain mood, dans un certain environnement. Elle est pas du tout à l'aise. Elle vient d'un milieu modeste et elle est dans une famille très riche. Et donc, cette même scène-là, en fait, du point de vue de Chérie, c'est pas du tout la même chose. C'est genre, elle est complètement perturbée. Elle dit absolument pas fuck. Elle est complètement perturbée et elle essaye d'aller se changer et d'aller gérer la chose tranquillement, quoi. Donc il y a plein de moments comme ça où tu revois les mêmes scènes mais pas du même point de vue, et c'est là où c'est super intéressant, et c'est là où je pense que ça va être cool de creuser et de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. En plus, les premières minutes de l'épisode, ça tu l'as vu, du coup, les premières minutes de l'épisode, c'est genre on comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave entre elles, on entend juste des éclats de voix, on voit la caméra qui se déplace un petit peu dans l'appartement, on voit des trucs qui sont cassés, tout ça. Et puis ensuite, on revient 5 mois en avant. Et donc, le cœur de la saison, j'imagine, ça va être de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc vraiment, très bonne surprise. Je pense que je continuerai.
Il y a voilà les deux personnages sont très intéressantes, les deux dynamiques aussi sont intéressantes et j'aime bien cette idée d'avoir les mêmes choses mais de deux points de vue différents et de pas avoir quelque chose de très manichéen de c'est la gentille face à la méchante. Bah non, en fait, chacune a son point de vue, chacune a son vécu et un mot dit comme ça, ça peut être perçu comme ça par l'autre, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce deuxième twist, enfin ce premier twist, pardon. Et il y a un deuxième twist après, j'en dirai pas plus, mais il y a un deuxième twist qui fait que, ok, j'ai envie de savoir. Donc un pilote que tu as aimé. Oui, vraiment, j'ai bien aimé. Et comme je disais, les premières minutes compliquées, et j'étais comme, oh, pénible, ça va être encore la même chose. Et non, finalement, on me surprend. Donc t'as regardé que le pilote, mais tu vas regarder la suite, ou t'as déjà commencé à regarder la suite? J'ai regardé que le pilote et je continuerai, ouais. Ok, ouais. Très bien. Donc, je te la recommande. Très bien, écoute, je m'y remettrai. Je la relancerai. Et c'était quoi ta dernière série? Ma dernière série, c'est Hacks. Ah oui, aussi Golden Globes, c'est pas elle qui a reçu plein de prix, on n'en avait pas entendu parler? Ouais, c'est ça, plein de prix pour ce même rôle, donc pour Jean Smart, le personnage principal. Bon là, pour le coup, j'ai pas aimé, et j'ai regardé plus d'un épisode, j'en ai regardé 2, j'ai essayé quand même, mais beaucoup plus classique, tu vois, c'est le classique du duo de la femme expérimentée qui a sa carrière sur le déclin, qui se retrouve à devoir faire un duo avec une jeune première qui, elle, a des problèmes dans sa carrière. Et donc, elle se retrouve à faire un duo improbable. Ce qui est chouette, c'est que ça se passe dans le domaine du stand-up. Donc, c'est assez rare, je trouve, d'avoir déjà un truc sur le stand-up et en plus des femmes dans le stand-up. Donc, c'est chouette d'avoir ce point de vue-là. Mais globalement, moi, je me suis beaucoup ennuyée sur les deux premiers épisodes. L'humour, moi, m'a pas transcendé, quoi. Et vu que c'est censé être du stand-up, c'est quand même censé être un peu drôle, quoi. Bah oui, si ça te fait pas rire. Voilà. Donc, ouais, je continuerai pas. Je me suis pas attachée au personnage. J'ai encore du mal avec ce truc du clash des générations. J'en ai un peu soupé. Donc, je pense que ça peut être pas mal à regarder si, j'allais dire si on aime bien rire, mais moi, ça m'a pas fait rire. Mais peut-être que ça vous fera rire. Qui sait? Essayez quand même. Et puis, c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de prix, beaucoup de nominations. Donc, voilà, faut tenter quand même. Ça fait bien, ça a plu à des gens, en tout cas, s'il y a eu autant de récompenses. C'est ça, il y a beaucoup de récompenses. Et là, ils en sont à la saison 3, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est quand même une série à succès. Donc, essayez de votre côté, faites-vous votre avis. Moi, je m'arrêterai là. Ok, très bien. Est-ce qu'on passerait au point actu? Est-ce que t'as noté des petites actus? Ouais. La première qui me vient, c'est qu'on a sorti le trailer. Enfin, il est sorti. J'ai rien à voir là-dedans. Moi, j'ai sorti. Nous deux sur Blabla Série, notre compte Instagram, on a sorti le trailer. On a bien bossé dessus. On est très très fiers de vous le présenter. Franchement, c'est des mois de travail. Quel plaisir d'en arriver là. Litre de café. Donc du coup, c'est le trailer de quoi qu'on a sorti? Le trailer de Faria. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. J'avais pas vu dans ma liste, j'avais oublié. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Qu'est-ce que t'en as pensé? Pareil, je suis pas. Ouais, hein. Je suis pas ultra. Enfin, je suis pas à me dire ça va être nul. Je suis pas hypée non plus. Enfin, pour moi, ce que j'ai déjà dit, en fait, ça fait trop de temps. J'ai déjà décroché. Je vais regarder, hein. Et ça se trouve, dès le premier épisode, je vais être à fond dedans. Mais là, je suis pas hypée et je suis pas impatiente de regarder la prochaine saison. Et le trailer m'a pas rendue impatiente non plus, quoi. Moi, j'étais hypée et le trailer m'a fait très très peur. Hein. Vraiment, c'est pas Euphoria. J'avais l'impression de regarder le trailer de Breaking Bad. Donc, j'ai peur. On verra quand même, hein, mais ça m'annonce rien de très bon, je trouve. On verra. Ouais, on verra. Ça sort quand déjà? En avril. Il y a une date? Ouais. En avril. En avril. Ok. Il y a plein de trucs qui sortent en avril. Ouais, grave. On va avoir un printemps chargé, messieurs, dames. Ouais, fou. D'ailleurs, The Testaments a été annoncé pour le 8 avril, le spin-off de The Handmaid's Tale. Ouais, ils ont commencé à sortir un petit peu des images de tournage. Ouais, on a eu des photos et tout, mais on n'a pas eu de trailer encore, même pas de teaser. De teaser, voilà. Je trouve pas les mots. On n'a pas encore de teaser, donc on a vraiment pas grand-chose, mais je pense que ça va sortir, si ça sort le 8 avril, là, très prochainement, on devrait avoir une petite bande-annonce quand même. Oui, ça devrait pas tarder, c'est sûr. C'est sûr. Carrément. Autre news, les frères Scott sont arrivés sur HBO Max. Si vous n'aviez pas regardé, c'est le moment de regarder les frères Scott.
Donc, J'ai vu aussi que c'est pas Urgence qui est arrivé sur Netflix. Ah, je savais pas. Je l'ai pas noté, mais je crois que j'ai vu passer cette info et j'ai une copine qui me disait hier, je regarde Urgence ce soir. Mais je crois que ça vient d'arriver sur Netflix. Je suis pas sûre que ça vient d'arriver, mais j'ai l'impression d'avoir cette info dans mon cerveau. T'auras envie de regarder? Donc voilà. Et alors moi, ça fait un sacré moment que j'ai envie de me faire un petit marathon Urgence, mais que j'ai pas pris le temps de le faire, donc je le ferai sûrement. Bah c'est parfait, comme ça tu me diras dans quel épisode il y a ce truc de l'œil qui pop. Je te dirais, c'était tel épisode, l'œil. Et alors dans les séries, dans les vieilles séries qui arrivent sur les plateformes, il y a Twin Peaks sur Arte. Ah oui, c'est vrai. Twin Peaks. Donc si vous avez pas vu ce grand classique, c'est l'occasion de le voir. Ouais. Ça fait un moment que je me dis que j'ai envie d'essayer. Après, c'est assez barré, Twin Peaks, donc je pense qu'il faut être dans un certain mood. Oui, c'est assez barré, c'est aussi un peu lent, et surtout ça évolue. Ça commence, c'est vraiment un thriller policier et tout, et après ça se barre un peu, voilà, c'est original, enfin dire. Mais mais c'est très bien. Après, ils ont refait une saison 3 il y a quelques années là. Ouais. Alors par contre, j'ai pas fini cette saison-là, j'avais pas du tout c'est trop loin dans le barré, mais les 2 saisons d'origine, j'avais bien aimé. OK, moi j'essaierai, je pense. Et il y a vraiment une ambiance vraiment particulière. Alors, du coup, pendant les vacances, j'ai regardé le premier épisode, ça venait juste d'être mis en ligne et ma belle-mère avait un souvenir vraiment d'avoir regardé ça quand elle était plus jeune, et du coup, on a regardé le premier épisode. Et vraiment, il y a une ambiance, une musique et tout, une atmosphère vraiment particulière et qui est hyper assez pesante et qui est vachement intéressante et qui va vraiment, enfin, de toute façon, la musique, tout le monde la connaît, je pense que même si t'as pas regardé, quand t'entends la musique, t'es là, bah oui, bien sûr, je connais ça. Et c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve. Franchement, c'est une bonne série. Enfin, ça vaut le coup de la regarder. En tout cas, c'est pas pour rien que c'est un grand classique. Oui, c'est sûr. Il doit y avoir une petite raison quand même. Mais tu vois, quand tu parlais de la musique, j'essayais de me faire la réflexion. Je sais pas si en tout cas, ça me vient pas comme ça, la musique de Twin Peaks, mais peut-être que quand je l'entendrai, je me dirais, ah bah oui, effectivement. Je pense que si tu l'entends quand même, tu la reconnaîtras. Ouais, OK. Je ferai le test. Quoi d'autre comme nouvelle? On a vu les premières images de Sophie Turner en Lara Croft. Oui, c'est vrai. C'est une série? Ouais, ça va être une série sur Amazon. OK. Je sais pas si toi, c'est un truc que t'attends. Pas du tout. Pas du tout, oui. J'ai très rapidement joué au jeu. Moi, chez moi, j'avais pas de console et tout, donc j'ai joué tous les trucs auxquels j'ai joué, c'était chez des copains, quoi. Donc voilà, en l'occurrence, celui-là, j'ai joué genre une fois. Ma meilleure copine ne l'avait pas, donc c'est pas chez elle que j'y ai joué. Et donc voilà, donc du coup pas particulièrement, même si ça reste quand même une icône des années 2000, c'est clair et net. Mais j'ai pas vu les films, donc voilà, j'ai aucune attente. Voilà, pour moi c'est voilà, j'ai vu le truc passer, ça m'est passé devant, pas d'intérêt. OK. Alors moi, est-ce que toi t'es impatiente? Moi j'ai de grosses attentes parce que, alors pareil, j'avais une console quand j'étais petite, mais c'était une vieille console. Lara Croft est arrivée sur la PS1, si je dis pas de bêtises, la PlayStation. Et donc quand j'y ai joué, j'ai vraiment des souvenirs autour de ça, où la première fois que j'y ai joué, en fait, c'était le fils de ma belle-mère qui était beaucoup plus vieux que moi, qui avait ramené la PS1 et qui m'avait fait essayer. Donc j'ai vraiment, c'est un peu cette Madeleine de Proust autour du personnage. Et puis depuis, j'en ai fait, alors je sais pas si je les ai tous fait, mais j'en ai fait beaucoup en tout cas, des Tomb Raider. J'ai vu les films, j'en ai certains que j'ai fait plusieurs fois. Donc moi j'ai vraiment hâte, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Lara Croft. Et en plus, il y a eu un petit peu une réinvention du personnage. Bon, déjà de base, c'était vraiment le personnage très sexualisé, très c'était des bouilles de pixels, mais quand même bouilles de pixels sexy, quoi, entre guillemets. Et puis il y a eu déjà un premier élément, il y a eu le film avec Angelina Jolie, où elle restait quand même assez sexualisée, mais ça a quand même changé le paradigme autour du personnage. Et puis il y a eu un reboot, donc ils ont fait une série de jeux avec Lara Croft jeune, et donc ils ont fait des films associés à ça. Donc encore petite renaissance du personnage, un petit changement. On a un peu plus creusé son histoire, etc. Donc j'ai vraiment hâte, moi, de voir ce qu'ils vont faire dans la série. Je sais pas où est-ce que ça va se situer.
Mais bon, Sophie Turner est relativement jeune, donc on va voir par rapport à ce qu'elle est vraiment adulte ou est-ce qu'elle va être plus jeune, quoi. On va voir. Ouais, dans son C'est histoire, ça se Ouais. passe où, quoi. Mais en tout cas, les premières images sont très prometteuses. Je trouve que c'était, tu sais, c'était des tests costumes. Cool. Donc on la voit en costume. Oui. Et ça fait un moment qu'on sait qu'elle a le rôle et ça fait un moment qu'on sait qu'elle s'entraîne pour. Ouais, ça va, le costume est pas trop sexy parce que ça, c'est un truc qui m'énerve dans les trucs d'action. C'est que des fois, les costumes des femmes, t'es là, désolé, mais bon, c'est pas ce qu'on mettrait pour aller se battre ou. Ça reste ça reste Lara Croft, donc c'est assez sexy. Bah, ça reste quand même un short. Elle est en short et débardeur. Ouais, je crois. Et puis c'est ça, pas. sa tenue, quoi. Attends, je vais te montrer. Mais bon, short et débardeur, ça peut quand même être plus ou moins pratique. Short et débardeur en soi, c'est un truc confortable et pratique. Ouais. Ça peut être plus ou moins confortable, pratique et sexy, quoi. Ouais. Attends, je vais te montrer la photo. Tu vas me dire ce que t'en penses. Je serais curieuse de savoir si tu trouves ça très sexy ou pas. Je l'ai vu passer, mais j'ai absolument oublié. C'est vrai qu'en même temps, si t'as pas d'attache particulière, c'est normal que. Bah non, voilà, je m'attachais, j'y ai joué une fois. J'y ai joué sur ordinateur, je crois. Ça a été aussi sur je savais pas, ordinateur. c'est possible. Bah, le souvenir de la seule fois où j'y ai joué, j'ai l'impression que c'était sur un ordinateur. Mais j'ai peut-être un mauvais souvenir, hein, c'est peut-être une console. Ça date, hein, donc... Ah, c'est bon? Ah. Ouais, hein. Ouais, non, ça va. C'est un short et un débardeur, mais c'est un débardeur avec un col rond très haut. C'est pas le gros décolleté. Parce que pareil, tu vois, si elle avait eu un énorme décolleté, comme c'était un peu la Tomb Raider du début, t'es là, je suis désolée, pour être dans l'action, c'est pas le premier choix que tu vas faire, quoi. Tu vas pas mettre un push-up et un débardeur décolleté, soyons réalistes. Et le short, il est court, mais il est pas non plus ras les fesses, tu vois. Donc ça me semble... Je pense qu'ils vont un peu s'éloigner justement du truc très sexy, très sexualisé. Voilà. Oui, bah de toute façon, ils pourraient pas faire ça. C'est plus dans l'air du temps. Enfin, ils s'en prendraient plein la gueule, quoi. Enfin, un peu de, voilà, soyons un peu modernes quand même, quoi. Donc ouais, j'ai hâte de voir. Bah très bien. Bah écoute, on verra ce que ça donne. T'avais d'autres news, toi? Tout à fait. Alors il y a le casting ou une partie du casting en tout cas de la prochaine saison de The White Lotus qui a été annoncée. Alors dedans il y a des acteurs que je connais pas, quelques-uns dont je connais la tête et surtout il y a Helena Bonham Carter qui va être dedans. Donc ça c'est très très cool et ça me rend impatiente et ça se passera en France. Ça se passe donc chaque saison de The White Lotus se passe dans un hôtel de luxe d'une chaîne qui s'appelle The White Lotus. Et donc on change de casting et on change de lieu de vacances à chaque fois. Et donc là, ce sera dans un hôtel de Provence, je crois. Oui, logique. En France. Trop bien. Et pendant que tu... Je t'ai vu faire une expression de surprise pendant que je parlais. Qu'est-ce qui a généré ça? Du coup, je t'appelle. Je suis là, finis ta phrase. Mais du coup, j'ai tapé sur Google The White Lotus Casting France, donc effectivement, Helena Bonham Carter en premier, et je vois Alexander Ludwig, si c'est bien la personne que je pense, du coup, j'étais en train de googler, c'est le gars qui était dans Viking, qui jouait Bjorn. Oh oui, je l'adore cet acteur, il est trop bien. Ah. Le blond un peu, avec les cheveux courts un peu jeune, là. Enfin non, pas dans Viking, dans le truc du casting, là. Oui. J'ai vu qu'il y avait un blond. Ressemble un petit peu à un Skarsgård. Et sa tête me dit, j'ai pas vu Viking, mais sa tête me disait un petit peu quelque chose. Oui, je me suis dit, il a bien une gueule de Skarsgård, lui. Et sa tête me disait un peu quelque chose, mais son nom, rien du tout, et j'ai pas cherché. Et il y a un autre acteur aussi dans le casting, là, où, bon, attends, je peux le sortir, je crois que je l'ai enregistré quelque part. Sa tête me dit quelque chose, et je sais là, je sais pas chercher où je l'avais vu. Alors, moi, je suis en train de chercher AJ Michalka, je ne connais absolument pas. Ah, mais elle est jeune, 91, c'est pour ça que je connais pas. C'est une chanteuse. Ok. Et c'est Steve Coogan, peut-être, que tu cherchais? Ah, peut-être, ouais. Ou Coogan, plutôt. Oui, oui, sa tête me dit quelque chose. Est-ce qu'on l'a vu, ce monsieur? Oui, on l'a vu en plein de trucs. Oui. Enfin bon, en tout cas, Helena Bonham Carter, ça va être cool. Ça me hype. Je pense que je la vois bien en... je trouve ça cool que ce soit en France aussi. Donc voilà. Je la vois bien en riche, un petit peu extravagante. Ça lui irait très bien, je pense. Oui, ouais, complètement, ouais. Donc voilà, j'ai hâte de voir cette prochaine saison qui sortira, on ne sait quand. Au moins dans un an, non? Attends, la dernière, c'était quand?
Oui, pas pour cette année, c'est sûr. Non, c'était l'année dernière, je crois. Oui, donc ce sera pour l'année prochaine. Eh ben, on va suivre ça. Est-ce que t'as d'autres actus? La dernière, mais je pense que tu dois la voir, c'est juste pour partager avec nos auditeurs. The Pitt renouvelé pour une saison 3. Tu as vu ça? Alors je l'ai pas noté, mais j'ai vu ça très cool. Et du coup, j'imagine qu'elle sortira l'année prochaine au mois de janvier. Mais quel plaisir! Je ne m'en lasse pas d'avoir des séries qui font comme ça le bon calendrier qu'on veut. Ouais, c'est cool. Et puis, je trouve que la manière dont ils l'ont annoncé, c'était plutôt cool. Je sais pas si t'as vu la vidéo. Oui, ils étaient avec leurs ballons, 3 dans le décor, sur le plateau d'urgence, d'urgence, de leurs urgences, pas d'urgence, là, même si on sait bien que bon. Ça se recycle, ces choses-là. D'ailleurs, j'ai entendu dire, mais je ne sais pas si c'est vrai, parce que j'ai absolument pas vérifié l'info et je ne me souviens plus où j'ai entendu cette info, que, en fait, le créateur de la série voulait faire une suite d'urgence. Il voulait vraiment faire la suite du personnage de Noah Wyle, mais que, il y avait pas les droits et tout, donc ils ont fait inspirer d'eux. Enfin, ils ont pas écrit non plus, mais ils se sont dit, bon, c'est pas grave, tu seras un médecin aux urgences qui s'appelle autrement, mais dans nos têtes, c'est la suite. Ah, sympa! Donc, du coup, quand on dit dans nos têtes, c'est la suite, c'est peut-être la suite. Complètement faux. Ah, ça serait cool qu'ils mettent des easter eggs, du coup, de points communs entre les deux personnages. Ouais, ça serait drôle, Après, s'ils n'ont pas les droits... Non, mais juste un point commun, tu vois, un petit truc pour les fans, quoi. Que les fans sachent, je sais pas, j'aime le lait. Ah, bah oui, il aime le lait lui aussi. Tu vois, un truc comme ça. C'est clair, Après, voilà, aucune idée de si cette info est vraie ou pas. Ne la prenez pas comme parole d'or. Je absolument pas vérifié, ça me vient comme ça tout de suite. Je sais pas si c'est vrai. Mais il me semble que c'est le même créateur, déjà, des deux. Donc ça fait sens. Est-ce que tu avais d'autres news? Oui, tout à fait. Alors, le 12 février sur Netflix, il y a How to Get Heaven from Belfast de Lisa McGee qui sort. Et du coup, il y a la bande-annonce qui est sortie aussi là dans le mois de janvier. Et Lisa McGee, c'est elle qui a fait Derry Girls. Ah oui, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais regardé. Ouais, alors moi j'ai adoré Derry Girls. Ça suit un groupe d'ados en Irlande dans les années 90, donc à un moment où l'Irlande c'est ultra tendu entre les catholiques et les protestants et avec les attentats et les machins et tout. Et c'est hyper drôle. Enfin vraiment c'est génial comme série. Et donc c'est sa nouvelle série qui sort là, et il y a eu donc la bande-annonce. Donc moi, je regarderai ça clairement en février. Qu'est-ce que tu as comme info sur le type de série, le domaine? Alors, je crois que l'histoire, c'est un groupe d'amis. Donc ils étaient amis quand ils étaient soit ados, soit jeunes adultes. Qui après ont fait leur vie, leur chemin. Et il y en a une qui décède et du coup, ça les réunit. Quoi. Okay. Et après, je ne sais plus si ça va révéler des histoires ou si ça a l'air assez drôle quand même d'après la bande-annonce. Okay. Donc voilà, après je sais pas ce qui va se passer, mais du coup, voilà le pitch de départ. Quoi. Ok, et tu nous en parleras? Je vous en parlerai. Bah ouais, rendez-vous en février. Et dernière actu, dernière bande-annonce qui est sortie juste là cette semaine, c'est la bande-annonce de la dernière saison de Outlander qui sera la finale, qui sort au mois de mars. Moi j'ai un peu une relation d'amour-haine avec Outlander. Il y a trop de romance et surtout j'aime pas comment la romance est faite, parce que moi j'aime bien qu'une petite histoire d'amour, ça me plaît. Mais le problème d'Outlander, c'est que ils font du conflit pour faire du conflit, alors que, il faut qu'il y ait un conflit, mais eux, c'est toujours la même chose, quoi. T'es là, changer, en fait. Le truc, c'est toujours, ils sont très, très amoureux, mais il y a toujours un truc qui les sépare. Oh oui. Et j'ai l'impression que 3 épisodes sur 4, t'es là, ça y est, ils sont reséparés, il va falloir, ça va prendre une saison entière pour qu'ils se réunissent. Et ça me... Voilà, j'ai l'impression que c'est toujours ça, quoi, l'histoire. Et je suis là, non, mais stop, sinon, moins d'amour dedans, mais... Séparez-les une bonne fois pour toutes. C'est ça, si vous savez pas quoi en faire de ce truc d'amour, faites juste qu'ils sont ensemble et heureux, et il se passe d'autres trucs à côté, il se passe plein d'autres trucs à côté, ça suffit. Mais bon, bref... Donc, je vais quand même regarder cette dernière saison parce qu'il y a quand même des trucs qui me plaisent et j'ai quand même envie de savoir la fin. Et puis, il y a surtout 2 trucs que j'espère qu'ils vont bien nous expliquer parce que j'ai très, très envie de savoir c'est quoi qu'il y a derrière.
Et notamment, il y a une scène c'est pas du tout un spoiler puisque c'est vraiment une des scènes dans le premier épisode où donc Claire, elle voyage dans le temps et elle rencontre Jamie qui est un Écossais du XVIIIe siècle et elle tombe follement amoureuse de Jamie. Et donc au début, Claire, elle est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Écosse, en voyage avec son mari et son mari sort le soir. Elle est dans leur hôtel en train de se brosser les cheveux et on la voit de la rue à la fenêtre de la chambre. Et le mari revient et il y a une fontaine sur la place sur laquelle donne la fenêtre et à côté de la fontaine, il y a un Écossais complètement en kilt, machin et tout, de dos, qui est en train de regarder Claire par la fenêtre. En fait, ce gars-là, c'est Jamie. Mais sauf que Jamie, il peut pas être là, il peut pas voyager dans le temps. On nous l'a bien précisé que Jamie peut pas voyager dans le temps, lui. Donc, j'aimerais bien qu'on nous explique ce truc-là, que ça reste pas, tu vois, en suspens comme ça. Et apparemment, parce que tout ça c'est tiré de livres, et j'ai entendu dire que l'autrice, je crois qu'elle a pas fini, qu'elle a encore un livre à sortir et qu'elle a dit que ce serait expliqué dans le livre. Et du coup, au début, moi j'étais là, ouais, ce sera pas expliqué, ce truc, c'est voilà, l'histoire de... Et en fait, depuis ça, je suis là, ah ouais, mais en fait, je suis ultra curieuse et il y a d'autres trucs qui se sont passés. Je me suis dit, il y a peut-être des petits trucs sympas. Donc, comme je kiffe les histoires de voyage dans le temps, j'espère qu'ils vont nous expliquer ça. Voilà. Et puis, on a eu d'autres trucs dans la saison précédente où j'étais là, il y a des petits mystères Donc, voilà, il y a des petits mystères. Donc, ça me... Alors, la bande-annonce m'a pas du tout donné envie, m'a pas hypé. J'étais là, ça chiant. La bande-annonce est un peu chiante. Mais voilà, moi, j'ai quand même les petits trucs que j'ai envie qu'ils soient résolus. Donc j'espère qu'ils seront bien résolus. Est-ce qu'on voit que c'est Jamie ou on suppose que c'est Jamie? Alors je sais plus, ça fait trop longtemps que j'ai vu la scène, mais c'est quand même assez clair, je crois que c'est Jamie. Ok, parce que moi j'ai une théorie, je me dis, alors pour l'info, je regarde absolument pas vu, mais j'ai une théorie. C'est ça, j'ai une théorie, genre je balance ça comme ça, et ça serait rigolo qu'on en reparle après, genre est-ce que je suis un peu proche ou pas? On sait jamais, t'as vu? Peut-être que mon sixième sens va faire des miracles. Vas-y, c'est quoi ta théorie? Ça pourrait être que, en fait, c'est genre son fils ou son petit-fils ou un truc comme ça. Genre, il a tellement entendu parler d'elle qu'il va la voir à quoi elle ressemble. C'est possible ou pas? Ouais. Bah, je sais pas, parce qu'on sait quand même qui sont les enfants. Son fils à lui? Peut-être après. Hein, il peut pas avoir d'enfants à lui après? Genre, tu vois, surtout, ils sont toujours ensemble. Ah bah, faudrait qu'elle revient. Pour l'instant, elle a pas l'air partie pour revenir dans son présent, tu vois. Elle reste avec lui. Elle choisit même de rester avec lui, ce que je n'ai jamais compris. Parce que, franchement, l'eau courante... L'eau courante, pour ça. C'est pas mal. L'eau courante, c'est cool. Ok. Donc, voilà, on verra s'il nous l'explique. Ok. J'ai un peu envie de savoir, tu vois. Alors, je regarde pas. Mais oui, mais voilà. Et donc, puis, en fait, c'est vraiment ça. Moi, il y a toujours des petits trucs comme ça qui se passent où je suis là, j'ai envie de savoir. Et après, c'est chiant pendant 4 épisodes où je suis là. Enfin. C'est longuet, là, on s'emmerde un peu. Et après, il se repasse un petit truc où je suis là, qu'est-ce qui va se passer, là? Voilà, classique, exactement ce qui s'est passé tout du long. Voilà, c'est pour ça que j'en suis rendue à regarder jusqu'à la fin. C'est parce que je passe mon temps à me dire, c'est longuet, là. Et après, je suis là, mais je suis à fond, c'est génial, cette série. Mais non, c'est nul! C'est nul! J'imagine tellement dans ta télé. Donc rendez-vous en mois de mars pour voir toutes les émotions que j'aurais vécues. Ok, parfait, j'ai hâte de savoir. Et le mystère sera-t-il résolu? Je te le souhaite quand même, parce que c'est vrai que ce genre de choses, si c'est balancé comme ça et qu'on n'en parle plus, c'est pénible. Bah oui, quand même, quoi. Encore une fois, et quand vous écrivez des histoires, réfléchissez à ce que vous écrivez. C'est ça, ne balancez pas des trucs comme ça. C'est ça. Bon, bah on a dit tout ce qu'on avait à dire. Oui, on a tout dit, je pense. Super. On se retrouve vendredi pour une nouvelle série d'épisodes de Pitch, où je vais pitcher à Nat une série que j'adore. Ouais. Et on verra ce qu'elle en pense. Exactement, il y a beaucoup de choses à dire.
Voilà. Et du coup, vivement le point série du mois de février dans lequel je pourrais lui demander si elle a continué à regarder la série après nos épisodes ou pas, puisque ça fait donc 2 mois que je m'empêche de lui poser la question. Tu sais que je l'avais mis en plus à la base en prévision, je l'avais mis dans le point de janvier et vu qu'on n'a pas encore diffusé le truc, je l'ai repoussé à février, donc mon truc est déjà prêt. On a enregistré ces épisodes beaucoup trop en avance. Petit couac de calendrier, donc du coup, le suspense est à son comble. Bon, en attendant, vous pouvez nous retrouver absolument partout. Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube. J'ai oublié personne. Non, je crois que t'as oublié personne. @blablasérie.podcast. Oui, voilà, quand même savoir comment on s'appelle. Vous pouvez nous envoyer des messages, nous laisser un commentaire aussi sur votre plateforme d'écoute, nous mettre 5 étoiles pour nous aider à nous faire connaître et nous dire que vous aimez ce qu'on fait. Oh là 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 là, Chloé. C'est compliqué. Et voilà quoi. Et toi, Nat, on se retrouve où? Moi, on me retrouve sur Threads, @tutopinterest, TUTOS Pinterest, où on parle de séries, de films et de tout ce qui est autour de la pop culture. Et toi? Trop bien. Et ben moi, on me retrouve sur Substack, Chloé Chenet, et mon espace sur Substack s'appelle La Chronique, et j'ai enfin publié sur Substack. Donc Bravo. J'allais dire 2026, je publie. Et ben voilà, ça c'est fait. Donc on n'enregistre pas tous nos épisodes par ordre de publication, donc il est possible que dans un prochain épisode, vous m'entendiez dire c'est promis, je vais publier. Bah du coup, vous savez que c'est fait. Ah oui, parce que le prochain épisode, pour la petite info, on l'a enregistré le 26 septembre. Oui, non. Donc effectivement. Ouais, donc là, complètement à l'ouest. Mais par contre, de l'épisode dans 2 semaines, je suis à peu près sûre qu'à la fin, je dis promis, je vais publier cette année. Ah ben voilà. Voilà. Donc voilà, c'est fait. Ouais. On n'est pas encore des podcasteuses pro, on n'anticipe pas tous les trucs de publication, mais c'est ce qui fait notre charme. C'est ça. Et puis du coup, ça veut dire qu'on anticipe. On sait, d'une certaine manière, on anticipe. On sait déjà où est-ce qu'on va. Mes amis, le planning est pris. Mais après, on change d'avis. Non, mais pas tant que ça. Pas tant. Bon allez, à bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Salut. Ciao.